La parole est à Monsieur Fabrice Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, après le scandale d'état des masques, voici venir celui de la prime aux soignants. Des hommes et des femmes ont risqué leur peau à l'hôpital partout en France. Et vous, pour les remercier, vous saucissonnez les primes. Dans seulement 40 départements, les soignants toucheront la prime de 1 500 €. C'est une honte et une injustice que nous vous demandons solennellement de réparer aujourd'hui. La prime Covid doit être donnée à tous les personnels hospitaliers de France, sans exception. Il y va de l'honneur du pays dans la reconnaissance de leur travail, quel que soit le département. Comment, à titre d'exemple, un territoire comme l'Ardèche peut être oublié, avec 3 hôpitaux, dont celui d'Aubenas fortement mobilisé, alors que le département voisin de la Drôme est éligible, alors que notre taux d'hospitalisation et d'occupation des lits de réa est supérieur selon Santé publique France. Volonté de diviser pour mieux régner ou capacité bureaucratique inégalée à monter des usines à gaz, toujours est-il qu'un sentiment d'injustice traverse comme une traînée de poudre les hôpitaux des 60 départements de France relégués en seconde zone. En quoi, Monsieur le Ministre, je vous le demande, en quoi ont-ils démérité? Ce sentiment d'injustice gagne aussi tous ceux et celles envoyés au front au début de l'épidémie, souvent sans protection, dans les EHPAD, le monde du handicap et les services à domicile. Monsieur le Ministre, les Français ne veulent pas simplement les applaudir ou leur donner une médaille. Ils vous demandent de faire mieux pour leur armée de la santé, de la dépendance et du handicap. Aussi, comptez-vous revaloriser demain ces métiers d'humanité au quotidien et répondre aujourd'hui à notre demande de justice et d'équité sur la prime aux soignants? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, vous m'interpellez sur la question des primes destinées aux soignants. D'abord, pour lever toute incompréhension, la totalité des soignants qui ont été mobilisés à l'hôpital durant ces dernières semaines perçoivent une prime. Tous perçoivent une prime. Dans votre question, vous dites qu'il y a des soignants tous les soignants perçoivent une prime. Ensuite, il a été. On peut rester factuel. Dans un certain nombre de départements, 40 départements, mais aussi dans les autres départements pour tous les hôpitaux qui ont été fortement mobilisés dans le cadre de l'épidémie, en accueillant des malades en réanimation, en accueillant des malades du Covid, avec des systèmes d'urgence qui avaient été mis en place, une prime maximale, c'est-à-dire 1 500 €, non fiscalisée, sans cotisation, est versée, c'est-à-dire 500 000 soignants dans notre pays. Pour tous les autres soignants, il y a une prime de 500 € versée sans cotisation ni impôt, je le redis. Donc tous les soignants du secteur hospitalier qui ont été mobilisés par principe au cours de l'épidémie perçoivent une prime. 40 départements, je vous le disais, 500 000 soignants, mais j'ai aussi entendu la mobilisation dans les territoires d'un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, d'élus, qui nous ont fait part de critiques que j'ai entendues, me disant, attention, ici, les indicateurs que vous avez mis en place nationalement ne tiennent pas compte des réalités territoriales. À tel hôpital, en réalité, il y a eu une interaction avec l'hôpital voisin qui fait qu'ils se sont partagés les malades, etc., etc. Bon, j'ai été amené déjà à apporter un certain nombre de corrections au dispositif et à inclure davantage de soignants dans le dispositif de prime maximale. Je continue de réviser cette carte, monsieur le député. Je sais la situation de l'Ardèche, j'en ai parlé avec Olivier Dussopt également. Donc on est en train de regarder la situation. En PACA aussi, il y a un certain nombre d'établissements qui posent question. À chaque fois que ce sera nécessaire et que je pourrai le faire, j'étendrai le bénéfice de la prime maximum. Et juste pour terminer, tous les soignants auront une majoration de 50% des heures supplémentaires effectuées, défiscalisées, désocialisées, quel que soit leur lieu de travail. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Hervé Solignac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais enfoncer le clou à mon tour sur ce même sujet et associer à ma question ma collègue Michèle Victory. Attribuer des primes, c'est bien, à condition de ne pas faire des gagnants d'un côté et des perdants de l'autre. Et en l'occurrence, c'est le cas, puisque 500 €, ça n'est pas 1 500 €. Le résultat est incompréhensible. Premier résultat, des départements sont privés de la prime maximale, alors même que tout démontre qu'ils ont été plus frappés que d'autres qui y ont droit. Deuxième résultat, à l'intérieur d'un même département, des établissements sont éligibles à la prime quand d'autres n'y ont pas droit.
Troisième résultat, à l'intérieur d'un même établissement cette fois-ci, des personnels seront récompensés quand d'autres ne le seront pas, alors que tous ont accompli leur travail avec une prise de risque identique et un courage remarquable. Vous auriez voulu faire plus injuste et plus inefficace que vous n'auriez pas fait autrement. Pardonnez-moi de citer à mon tour le département de l'Ardèche à la suite de mon collègue Brun. Vous connaissez ce département, monsieur le ministre. Après le Rhône et la Loire, c'est le département le plus touché de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quels que soient les indicateurs que l'on retient. Et pourtant, les soignants ardéchois de Privas, d'Aubenas ou d'Annonay ne semblent pas mériter la prime maximale. Qu'ont-ils fait ou que n'ont-ils pas fait? Monsieur le ministre, on ne gouverne pas avec des primes territoriales qui n'ont aucun sens. Le sentiment d'arbitraire ruine l'effet que devraient avoir ces gratifications. Je ne vois autour de moi que incompréhension et rancœur. Et je ne vous parle pas des personnels des EHPAD, des aides à domicile, du secteur du handicap et de tous les invisibles que je n'oublie pas. Alors quand il y a un loupé, eh bien, monsieur le ministre, il faut le réparer. Je sais que vous n'aimez pas les injustices. Je suis certain que vous aurez à cœur de corriger celles-ci, à la fois pour le département de l'Ardèche, bien entendu, mais surtout en prenant la seule décision qu'attendent tous les personnels soignants de France, une revalorisation de leur salaire qui fera oublier le fiasco des primes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, on peut discuter, faire valoir les droits de tel ou tel établissement, de telles ou telles équipes qui ont été fortement mobilisées. On peut tous, dans l'unité nationale, saluer les soignants. On peut considérer qu'un mécanisme national distribué dans l'urgence peut connaître des ajustements territoriaux, sans parler pour autant, je crois, de fiasco quand on parle d'une prime qui est attribuée à tous les soignants hospitaliers et qu'on est en train de parler du niveau de cette prime. De la même manière, vous parlez des EHPAD, monsieur le député, vous ne l'avez peut-être pas suivi, d'auquel cas je suis ravi de vous informer que tous les personnels des EHPAD vont percevoir une prime. Tous les personnels des EHPAD de France vont percevoir une prime de 1 000 ou 1 500 € selon la situation épidémique propre à chaque territoire. Vous me donnez l'occasion de le dire. Et votre question me permet également de redire l'engagement pris par le président de la République qui va donner lieu à une concertation très rapide et très efficace, je n'en doute pas une seconde, qui va porter sur la revalorisation des personnels soignants de nos hôpitaux. Donc vous voyez, vous êtes exaucés. Discutons des situations territoriales. Vous savez que la porte est toujours ouverte et que, s'agissant du département de l'Ardèche, je ne sais pas si tout le département basculera dans la zone de prime maximale. On regarde hôpital par hôpital au sein d'un même territoire, mais je regarde de très près la situation ardéchoise. Ne vous inquiétez pas, certains hôpitaux vont basculer dans le niveau de prime. Les erreurs seront corrigées, les ajustements seront opérés et j'espère que vous serez alors enclin à ne pas parler de fiasco, mais peut-être de parler d'un geste de reconnaissance de l'État tellement mérité envers les soignants. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Charles Larsonneur. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, vous avez annoncé le lancement d'un Ségur de la santé qui débutera le 25 mai prochain afin de présenter un plan pour l'hôpital dès cet été. La majorité tient bien évidemment à saluer cette initiative qui s'inscrit dans son projet initial visant à redonner à l'hôpital et aux soignants toute la place qu'ils méritent. Cependant, bien que nous commencions à tirer des bilans de la crise, celle-ci n'est pas encore terminée. Nous le savons, le déconfinement est un défi majeur dans le cadre de la gestion de cette pandémie. Un des enjeux pour le réussir réside dans le dépistage et la réalisation des tests. Actuellement, 2 types de tests existent. L'un est virologique et vise à déterminer si le patient est contaminé par le virus, les tests dits PCR. L'autre est sérologique et permettrait de préciser si le patient a été en contact avec le virus et s'il a développé une réaction immunitaire. Monsieur le ministre, alors que la France a initié une sortie du confinement depuis une semaine environ, pouvez-vous nous apporter des précisions sur la politique de dépistage menée par les services de santé? Combien de tests virologiques sont effectués par jour? Quelles sont les projections pour les semaines à venir? Enfin, sur les tests sérologiques, des doutes persistaient sur leur fiabilité et leur pertinence dans le cadre de la stratégie de déconfinement. Qu'en est-il aujourd'hui de ces tests et seront-ils développés pour devenir demain un outil complémentaire dans la lutte contre la Covid-19? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Larsonneur, vous posez des questions
double qui porte sur les deux tests. Le test PCR, qui permet de faire le diagnostic, vous l'avez dit, de la présence du virus au moment où on fait le test, et le test sérologique qui permet de dépister une immunité, la présence d'anticorps. Vous le savez, nous avons augmenté massivement nos capacités de test, de manière à pouvoir, sans délai, être capable de réaliser un test PCR chez toute personne symptomatique et chez ce qu'on appelle les cas contacts, grâce à la loi que vous avez votée et qui nous a donné des outils numériques qui se sont mis en place progressivement au cours des derniers jours. Il y a un chiffre qui est un chiffre extrêmement éclairant s'agissant de la politique de test, c'est le chiffre de 2%. 2%, c'est le pourcentage de tests positifs réalisés en PCR. C'est-à-dire que 98% des personnes chez qui nous réalisons des tests diagnostiques aujourd'hui sont négatifs. Nous étions au-delà de 20% de tests positifs lorsque nous étions en stade d'épidémie, ce qui montre qu'à la fois les mailles du filet se sont resserrées, les indications se sont élargies. Pour autant, et c'est tant mieux, le nombre de malades en circulation diagnostiqués par jour nous permet d'aller amplifier encore davantage notre politique de test PCR. Et je me suis entretenu avant de vous rejoindre avec les représentants des laboratoires pour leur proposer d'augmenter des dépistages systématiques dans des milieux particuliers tels que des milieux confinés, des hébergements collectifs et voire même installer des drives là où c'est nécessaire, et y compris sans prescription. Nous sommes en train de travailler avec eux parce que nos capacités de tests sont plus importantes que le nombre de tests qui sont aujourd'hui réalisés. Enfin, sur la sérologie, la Haute Autorité de Santé m'a transmis une recommandation hier qui me permet d'envisager, à compter du début de semaine prochaine, de proposer à tous les soignants de notre pays, à l'hôpital, en EHPAD, en médico-social, également en ville, de bénéficier sur prescription d'un diagnostic sérologique pour connaître leur état d'immunité. Nous allons étendre ces indications également à tout le personnel qui travaille dans le domaine de l'hébergement d'urgence et dans les lieux très collectifs. Donc nous sommes en train d'avancer, c'est une bonne nouvelle qui nous revient de la Haute Autorité de Santé, avec une arme diagnostique supplémentaire désormais et que nous mettons en place sans délai dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sabine Rubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, contrairement à vos déclarations, la reprise de l'école est loin d'être satisfaisante. Votre plan de déconfinement touche à peine 10% des élèves et pas même les fâcheux décrocheurs ciblés par cette reprise. Et tous partagent le même sentiment, une inquiétude nourrie d'incertitude que de nouvelles consignes obligataires. Pourtant, comment ne pas avoir de crainte? Des enfants parqués toute la journée devant des professeurs masqués, des enfants privés de toute la socialisation, celle de l'école et de l'apprentissage, et les 90% restants laissés à distance. Au risque de vous surprendre, nous pensons aussi que la reprise est essentielle. Écouter, repérer les difficultés de chacun et y remédier. Avec cet objectif de départ, tous les élèves sans distinction auraient dû bénéficier de cette reprise, car tous méritent attention. Une reprise progressive dans le rythme, une reprise de contact surtout, et sur 1 ou 2 demi-journées par semaine, évitant la fatigue, les pauses méridiennes et la cantine. Une reprise par petits groupes aux tailles adaptées aux âges et au nombre d'élèves par classe, malheureusement les plus surchargés d'Europe. Pour les élèves des familles contraintes d'aller travailler, comme pendant le confinement, ce seraient les fameux temps d'études et d'ateliers sportifs ou culturels payés par l'État. Votre plan, Monsieur le Ministre, inquiète quant à votre vision de l'école d'après. Une école à 2 vitesses, avec la garderie éducative pour les uns, l'enseignement d'excellence à distance pour les autres. Pour la justice sociale que vous prenez, Monsieur le Ministre, l'éducation a aussi besoin d'un plan d'urgence, des classes moins surchargées, des enseignants revalorisés, des RASED en nombre, des AESH vraiment formés, des assistantes sociales, des psychologues, des médecins, des infirmières, des ordinateurs aussi, et surtout, moins de bureaucratie. Êtes-vous prêt à entendre cette urgence ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin. C'est un petit peu désarçonnant parce que je pourrais être d'accord avec les 3/4 de votre intervention. Et ce que vous avez décrit comme déconfinement idéal, c'est en réalité ce que nous sommes en train d'entreprendre, c'est-à-dire un déconfinement progressif, à rebours de ce que vous préconisiez il y a encore quelques semaines, un déconfinement social. Nous voulons chercher les élèves les plus défavorisés et nous avons besoin de discours positifs de ceux qui veulent réellement le progrès social, plutôt que de critiques systématiques de ceux qui veulent seulement des discours sur le social. Et nous avons besoin tout simplement, progressivement, de refaire revenir les élèves. Alors j'entends facilement les discours critiques, je vois que même vous êtes capable d'avoir des axes de gauche à droite dès qu'il s'agit de critiquer. Mais en réalité, ceux que nous fédérons, c'est ceux qui ont les manches retroussées aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 90% des maires, contrairement aux prévisions qu'il y avait sur cet axe-là aussi. Et il y a aujourd'hui
des personnes qui font ce que vous préconisez, c'est-à-dire le retour à la scolarisation des élèves, et bien entendu, il y a toute une série de problèmes. Oui, il y a une série de problèmes. Et ces problèmes, il faut les regarder en face et les traiter. Les traiter, c'est d'une part avoir une vision consistant à aller chercher les publics qui en ont besoin. Par exemple, les CP, CE1, REP et REP+, représentent 300 000 enfants. Ils sont en classe de 12 élèves. Nous pouvons, dès lors que nous arrivons à convaincre les familles, les ramener à l'école dans des circonstances tout à fait normales. Aujourd'hui, nous avons un travail de conviction à faire et nous le faisons avec les assistantes sociales de l'Éducation nationale, mais aussi des départements. Et j'étais ce matin avec les présidents des associations d'élus, tous courants politiques confondus. Ils sont évidemment d'accord avec l'Éducation nationale pour faire ce travail. Alors je crois qu'il n'y a aucune veine polémique à rechercher sur ces sujets. Il y a un esprit d'unité nationale à avoir. Cette unité nationale, c'est de ramener les enfants à l'école. Toutes les théories qui consistent à dire qu'il faut attendre, ceux qui disaient comme vous qu'il fallait attendre septembre, voire davantage, comme me disait un député ce matin, sont des théories antisociales. Ce sont des théories antisociales, je le dis très clairement. Et aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est tout simplement aider les élèves à retrouver une vie aussi normale que possible à l'école. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Rubin. Nous n'avons pas changé la prix, nous avons pris la vie avec 20 auditions. Ensuite, il ne s'agit pas d'une reprise progressive dans le temps, mais d'un rythme progressif. Enfin, une reprise non pas pour 10%, mais pour tous. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, la crise Covid-19 a mis en lumière les fragilités, les failles, les écueils de notre politique de santé et nous livre un diagnostic sévère qui exige votre réactivité. Il y a urgence dans les hôpitaux à accorder au personnel une revalorisation des salaires, proposer des carrières attractives, renforcer les soignants dans les services. Il y a urgence aussi à repenser l'organisation globale de notre système de santé, victime d'une embolie organisationnelle qui a montré son inadaptation face à une telle crise. Je ne reviendrai pas sur les ordres et contre-ordres, le manque de lits de réanimation, de masques, de protection, de tests. Si l'État a pris les mesures pour endiguer la propagation du virus, je ne doute pas de votre volonté, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de la Santé. C'est sur le terrain que les acteurs de santé, directeurs, équipes d'encadrement, personnel des hôpitaux ont montré leur capacité à changer en urgence l'organisation de leur établissement pour accueillir les malades et pour faire face. L'efficacité des circuits courts de décision est à saluer, comme les initiatives qui ont jailli partout. Rendons hommage à cette mobilisation remarquable de tous les acteurs de santé, publics et privés. La réactivité et l'efficacité démontrées par les collectivités locales furent essentielles et posent la question de leur rôle institutionnel dans la régulation et le pilotage sanitaire des territoires. Plus de proximité, d'innovation et d'adaptation sont attendus par nos établissements de santé et médico-sociaux. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, seriez-vous favorable à une évolution de la gouvernance des agences régionales de santé en accordant un véritable rôle aux régions et départements en termes de politique sanitaire des territoires, car ce sont les élus qui connaissent le mieux les réalités et les besoins des bassins de vie, et c'est dans les pays les plus décentralisés que les meilleurs résultats ont été obtenus. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Bernard Perrut, plus de proximité, oui. Plus d'innovation, oui. Plus d'adaptation, oui. Mais aussi plus de reconnaissance. Plus de reconnaissance pour le travail des soignants, vous l'avez dit, à travers une grande discussion qui va s'engager pour aboutir vite sur la question des rémunérations, de l'organisation du travail, l'évolution des compétences et des métiers, une grande discussion sur les territoires. Monsieur le député, il faut rendre aussi à César ce qui est à César. Sans les agences régionales de santé, nous n'aurions pas réussi à faire face et nous n'aurions pas pu aider les hôpitaux à faire face comme ils ont réussi à faire face. Plus de reconnaissance, ce n'est pas toujours tirer sur l'ambulance, c'est parfois reconnaître lorsque l'ambulance a effectué son travail dans les délais et de manière remarquable avec une grande humanité et je les en remercie parce que ce sont des femmes et des hommes sur lesquels on a pu compter aussi pendant des semaines. Plus de reconnaissance, c'est aussi reconnaître ce que l'hôpital a réussi dans notre pays. Citez-moi un autre pays au monde
qui a été capable de réaliser 600 évacuations sanitaires, par avion, par hélicoptère, par bateau, par train. Citez-moi un autre pays dans lequel les hospitaliers ont réussi, à force de courage, d'innovation, de détermination, à augmenter leur capacité de réanimation en les multipliant par 2 ou par 3 selon les endroits. La reconnaissance est aussi considérer que ce que nous ont montré les soignants, c'est que quand on leur faisait confiance pour gérer le Covid, on avait raison de le faire. Ces soignants nous disent aujourd'hui, faites-nous confiance pour gérer l'hôpital, vous aurez raison de le faire. La main est tendue et la main a été attrapée, serrée, et nous allons pouvoir travailler ensemble pour avancer ensemble pour un modèle non pas seulement hospitalier, mais aussi de ville, du médico-social, un modèle territorial. Nous avons beaucoup d'enseignements à tirer collectivement de ce que nous ont montré celles et ceux qui ont sauvé des milliers de vies sur notre territoire national pendant 3 mois, et nous allons avancer rapidement, efficacement, en acceptant l'innovation et en acceptant la reconnaissance pour tout ce qu'ont fait les uns et les autres. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, je relais ici la question de notre collègue Gabriel Serville, qui s'inquiète de la situation explosive à la frontière franco-brésilienne. En effet, avec 2% de sa population touchée par le virus, la commune de Saint-Georges est désormais le plus grand cluster de la région. La faute à l'explosion des cas dans l'État voisin brésilien, où déjà 4000 cas de Covid-19 ont été recensés pour 120 décès. La ville frontalière d'Oiapoque a ainsi été placée en état de calamité publique en raison de l'absolue précarité du système de santé local, qui ne dispose ni du personnel ni du matériel suffisant pour faire face à la crise. Aussi, si nous saluons le confinement de Saint-Georges et Camopi et la décision de tester tous les habitants, cela ne sera pas suffisant. Surtout quand on voit les difficultés d'approvisionnement réactif, d'abord parce que les modes de vie traditionnels des populations riveraines rendent difficile l'observation des mesures de distanciation sociale, ensuite parce que l'hôpital le plus proche se trouve à 3 heures de route et que le système public de santé est totalement défaillant. La porosité notoire de la frontière et la politique défaillante du président Bolsonaro finissent de nous faire craindre le pire. Pourtant, dès le 1er février, Gabriel Serville vous alertait sur la nécessité de mettre en place des mesures renforcées à la frontière brésilienne. Aujourd'hui, les Guyanais paient le prix de l'inaction face à des signes pourtant évidents. Alors, Monsieur le Premier ministre, comptez-vous redéployer, comme pour Mayotte, une partie des moyens mobilisés à Mulhouse vers la frontière franco-brésilienne? Comment comptez-vous faire face à l'afflux de cas et éviter le risque de contagion aux communes du littoral qui planent aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président Chassaigne. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, je réponds bien volontiers à la question à l'initiative du député Serville. La situation épidémiologique que vous venez de décrire en Guyane et singulièrement à la frontière avec le Brésil nous rappelle que nous devons collectivement être vigilants et réactifs dans ce que nous avons organisé, c'est-à-dire le déconfinement, et dans l'observation des spécificités de tous les territoires de la République qui peuvent, par leur éloignement géographique parfois, par leur caractère frontalier parfois par leur caractère insulaire, être soumis à des conditions très particulières. Grâce à un confinement strict, vous le savez, grâce aux très fortes restrictions de transport vers la Guyane que nous avons mises en œuvre aussi, la Guyane est parvenue globalement à demeurer en stade 2 de la pandémie et à ce jour, nous déplorons un décès lié au Covid en Guyane. Mais, nous le savons aussi, la Guyane a connu une succession de clusters dans un certain nombre de son territoire. Je pense à ceux du village Cécilia et des écarts de Grand Santi. À chaque fois, nous avons engagé, avec les services de l'État et avec l'ensemble des partenaires de ces opérations, les mesures qui nous permettaient de procéder à l'identification des cas contacts et à la réalisation des tests. Et vous le savez, compte tenu des conditions particulières de logement, les autorités sanitaires proposent aux personnes concernées par un cluster de faire leur quarantaine dans un site collectif, spécifique, en Guyane, pour justement éviter la propagation du virus, qui est souvent, compte tenu des conditions d'habitat, plus rapide là-bas qu'ailleurs. Je veux saluer les services de l'État, je veux saluer les collectivités, l'ensemble des professionnels de santé qui participent à cette chaîne de réaction et qui obtiennent des résultats. Ce sont ces actions que nous avons mises en œuvre à Saint-Georges de l'Oyapock,
où la situation, vous avez raison de le dire, Monsieur le Président Chassaigne, est sérieuse. La découverte de nombreux cas concentrés dans les quartiers ayant maintenu des liens très réguliers avec la rive brésilienne a déclenché une intensification de la réponse sanitaire. Nous avons maintenu le confinement après le 11 mai à Saint-Georges et étendu à Camopi de manière préventive le 12 mai. Une campagne de dépistage général, vous l'avez dit, a été lancée le lundi 18 mai. Le dispensaire de Saint-Georges a été renforcé de 8 personnels de santé et va voir la mobilisation de la réserve sanitaire lui permettre d'atteindre 70 personnels médicaux et paramédicaux. Des groupes, des brigades, appelons-les comme cela, de médiateurs et de bénévoles associatifs ont été créés pour distribuer l'aide alimentaire, diffuser les messages de prévention et proposer des masques en tissu à toute la population. Plusieurs milliers ont été distribués samedi. Nous avons évidemment une attention particulière à avoir sur les fleuves frontières qui sont frontières et lieux d'échange, comme bien souvent d'ailleurs les fleuves frontières. 4000 cas diagnostiqués, et peut-être bien plus, de l'autre côté de la rive, dans l'état de l'Amapá, notamment dans la ville frontière brésilienne d'Oiapoque. Le 19 avril dernier, le préfet avait réquisitionné les forces armées de Guyane pour appuyer la police aux frontières dans le cadre de l'opération dite Résilience. En coordination avec les douanes et la gendarmerie, cette mission a permis de tenir la frontière en continu. Des moyens d'interception arrivés en renfort permettent de tenir le fleuve entre Saint-Georges et Oiapoque. Tout accostage de pirogues sur la berge française est interdit et sur le pont, les passages sont strictement réglementés et limités à des motifs exceptionnels. Cette fermeture de la frontière s'accompagne d'échanges réguliers avec les autorités locales du côté brésilien, notamment au titre de la coopération sanitaire. Et je peux vous dire, Monsieur le Président Chassaigne, que nous avons organisé la livraison d'un certain nombre de matériels médicaux, limités en nombre. Je suis bien obligé de le concéder, mais néanmoins la livraison d'un certain nombre de matériels médicaux, des bouteilles d'oxygène, notamment pour intuber les patients en détresse respiratoire dans les services sanitaires côté brésilien. Voilà ce que nous faisons. Et je ne nie pas, et je ne nierai jamais, la difficulté de la tâche sur une frontière aussi vaste, aussi poreuse, et compte tenu de la situation sanitaire de l'autre côté de la frontière, dont tout indique qu'elle est extrêmement sérieuse. Donc, ne nous payons pas de mots et indiquons ce que nous faisons de notre côté de la frontière. Et vous comprendrez bien, Monsieur le Président, qu'il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait faire de l'autre côté. Disons ce que nous faisons de notre côté de la frontière. Mobilisons les moyens nécessaires. Nous avons commencé à le faire, nous allons continuer à le faire pour apporter des réponses à cette partie lointaine, c'est vrai, mais à cette partie de la République française. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Yannick Kerlogot. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous sortons progressivement d'une période de confinement jamais vécue qui, au-delà de certaines privations, nous a révélé des possibles, notamment dans le numérique. En France, 1 salarié sur 4 aurait pratiqué le télétravail. La télémédecine a quant à elle montré les services qu'elle pouvait rendre. Que dire de l'enseignement durant cette expérience inédite? D'abord, reconnaître le formidable défi relevé par les enseignants qui ont permis l'école à la maison. Ils méritent notre gratitude. Mais l'enseignement à distance a rendu plus flagrantes les inégalités, l'absence ou l'insuffisance d'outils numériques, la méconnaissance de leurs usages, les zones blanches, bien qu'en cours de résorption, rappellent les fractures territoriales. Au final, ce sont entre 4 et 8% des élèves qui ont été injoignables. Qu'on se le dise, l'enseignement à distance ne remplacera jamais l'interaction vécue dans un groupe classe. Accompagner les élèves, c'est d'abord être à côté d'eux, c'est d'autant plus vrai à l'école maternelle. La classe virtuelle a toutefois démontré de manière complémentaire qu'il était possible d'assurer un parcours personnalisé de l'élève. L'Éducation nationale a ses plateformes pédagogiques, le CNED, Canopé, mais d'autres acteurs existent dans le numérique éducatif, les start-up de l'ITech française, sans oublier les performances des GAFAM. 8 ados sur 10 considéreraient YouTube comme leur premier support d'apprentissage. Faire fi de l'expérience actuelle de l'enseignement à distance est impossible. Nous sommes bel et bien en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'éducation. Elle a ses impératifs, dont la formation des acteurs, les élèves, les parents, les professeurs. Une récente étude de l'OCDE indiquait qu'un trop grand nombre d'enseignants français ne disposaient pas des compétences nécessaires. Leur formation initiale comme continue doit être décuplée, à court terme notamment, parce que nous ne sommes pas à l'abri de futurs confinements. Selon vous, Monsieur le Ministre, l'école républicaine doit-elle doter tous ses élèves et ses enseignants à titre professionnel d'outils numériques? Quels enseignements tirez-vous de cette expérience
expérience inédite. Actuellement en présentiel et en distanciel, les enseignants doivent être soutenus dans les meilleurs délais, encouragés, notamment via une revalorisation salariale. Pouvez-vous nous préciser enfin ce que vous attendez des États généraux du numérique que vous organisez à l'automne prochain? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Yannick Carlo-Gotz, votre tableau de la situation du numérique et des enjeux en France me paraît très juste. Et en effet, nous avons un très grand défi à relever, qui ne date pas de la crise, bien entendu. Nous sommes tous conscients que nous sommes entrés dans une nouvelle civilisation depuis un certain nombre d'années, civilisation ultra-technologique, dans laquelle la grande question est de savoir comment nous réussirons à la rendre plus humaine, alors même que l'éducation est le facteur clé pour cette humanité dans la civilisation technologique. Cela suppose bien des choses. D'abord, de tirer le bilan de la situation, dans ses forces et dans ses faiblesses. Vous avez commencé à le faire. Si on regarde ce qui s'est passé en matière d'enseignement à distance, la France n'a vraiment pas à rougir. La France a des atouts. Elle a le CNED, en l'occurrence. Je tiens à signaler que depuis l'ouragan Irma, nous avions préparé le système Ma classe à la maison, qui était prêt justement fin 2019, et donc juste au moment où malheureusement nous avons eu à affronter cette crise. C'est ce qui a permis à plus de 2 800 000 foyers de s'inscrire dans Ma classe à la maison. Dans un collège où j'étais hier, ils avaient pu avoir un enseignement à distance de qualité pendant toute la période de confinement. Et là, une récente enquête montre que 75% des foyers ont été satisfaits de ce qui s'est passé. Pour autant, nous savons bien que l'enseignement à distance, et vous l'avez très bien dit, ne remplacera certainement pas l'enseignement présentiel. C'est ni souhaitable, ni faisable, ni possible. En revanche, il y a évidemment un bon usage numérique éducatif à développer, là aussi de façon évidente. Alors que faire? D'abord, tirer le bilan de la situation. Le sujet de la fracture numérique. Nous avons à mieux équiper les familles, c'est une évidence, et nous allons le faire au cours des prochains temps, dégager les moyens pour cela. Mieux équiper les professeurs, mieux les former. C'était présent dans la loi pour l'école de la confiance, avec dans la formation initiale des enjeux de formation au numérique. C'est absolument essentiel et ça aussi, ça va s'accélérer. Les États généraux du numérique à Poitiers au mois de novembre nous permettront de développer l'ensemble de ces enjeux et d'avoir ainsi une stratégie numérique renforcée pour les prochaines années et faire de Poitiers la capitale de l'éducation, comme nous le disons, parce qu'il y a le CNED, Canopé, l'Institut de formation des cadres de l'éducation nationale et la possibilité pour la France de devenir un leader international en matière d'usage numérique dans l'éducation. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Christine Pires-Beaune. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de la Santé, le 15 mai, 2 décrets ont été publiés au JO concernant cette fameuse prime exceptionnelle aux agents mobilisés des 3 fonctions publiques. Mais voilà, à ce jour, les personnels des EHPAD et les personnels des services à domicile attendent. Le 7 mai, vous indiquiez, et je vous cite, tous les personnels de tous les EHPAD de France, et quel que soit leur statut, percevront une prime de 1 000 à 1 500 €, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise. Pour le reste du secteur médico-social et social, une prime sera également annoncée. Fin de citation. Ma première question est simple. Quand et combien ? Qu'en est-il des personnels des sociétés prestataires, restauration, nettoyage, vont-ils être oubliés? Par ailleurs, ni les primes et encore moins les fameuses médailles symboliques ne constitueront un solde de tout compte. Ce que veulent avant tout les personnels soignants, c'est plus de salaire et surtout plus de collègues. On doit répondre aux besoins de soins des Français, quoi qu'il en coûte. Il semble que le 15 mai, le président de la République ait d'ailleurs eu l'occasion de s'en rendre compte lors de sa visite à la Pitié-Salpêtrière. Il a promis de mettre fin à la paupérisation des personnels soignants. Il a raison. Vous lancez le 25 mai ce que vous appelez un Ségur de la santé, une concertation avec les partenaires sociaux afin de présenter un plan pour l'hôpital cet été. Là encore, c'est très bien. Mais cette conférence ne devra pas déboucher que sur un plan hôpital. Elle devra concerner tous les secteurs. L'hôpital, la médecine de ville, les EHPAD, l'aide à domicile, les soins palliatifs, car la crise nous démontre une chose, c'est qu'il faut que l'on arrête de raisonner en silos. Je me souviens que la loi dépendance avait été promise par le président de la République en 2018, puis en 2019, nous sommes en mai 2020. Allons-nous mener une réflexion globale maintenant et agir pour le bien soigner et le bien vieillir? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Pires-Beaune, merci pour votre question qui permet de souligner effectivement les travaux qui sont en cours, auxquels j'espère que vous prendrez, je ne doute pas d'ailleurs que vous prendrez toute votre part, parce que ce sont des
enjeux qui sont importants, qui je crois transcendent, en tout cas peuvent transcender les clivages politiques. Le prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, qu'ils soient à l'hôpital, vous avez raison, au domicile, vous avez raison, en établissement de personnes âgées ou établissement de personnes en situation de handicap, vous avez raison, c'est important. On traîne en la matière un retard de 40 ou 50 ans, un retard finalement historique. On pourrait y voir probablement la conséquence du fait que ces métiers ont été historiquement des métiers féminisés et insuffisamment reconnus socialement. Or, à la faveur de la crise, beaucoup ont redécouvert, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, beaucoup s'en souvenaient encore, ont redécouvert la nécessité absolue de ces métiers pour pouvoir faire sens dans la société et prendre soin de nous quand nous sommes fragiles. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a annoncé également à travers la prime accordée à tout le personnel des EHPAD. C'est quand même 1 milliard d'euros de rallonge pour les EHPAD, 500 millions pour les EHPAD en tant que tels et près de 500 millions d'euros à travers une prime versée à tout le personnel des EHPAD, y compris pour les SIAD, pour les services de soins infirmiers à domicile. Pour les SAD, les discussions sont en cours avec les départements. Vous le savez, ce n'est pas la même compétence que pour les salariés des EHPAD. Mais plus globalement, le chantier, pas le chantier, le mot n'est pas joli. Mais je ne sais pas si c'est un Ségur de la santé, si c'est un appel aux soignants, en tout cas, nous allons prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous au quotidien. Et vous avez raison de dire qu'on aurait tort de fonctionner en silo, parce que les silos n'ont pas existé dans la période épidémique. Il n'y a pas eu de ville versus l'hôpital ou de sanitaire versus le médico-social. Sans l'hôpital et sans la médecine de ville, les EHPAD n'auraient pas pu être accompagnés comme elles l'ont été. Sans l'intervention bienveillante de la coordination au sein des établissements médico-sociaux, nous aurions un recours plus important à l'hôpital, risquant de saturer davantage encore les services hospitaliers. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre au moment où nous tendons la main aux organisations de salariés de tous ces secteurs fondamentaux et nous allons avancer avec eux et je suis sûr que vous serez avec nous pour mener ce combat. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Di Filippo. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, cette crise du Covid a mis en lumière le courage et le dévouement des personnels soignants, autant qu'elle a mis en exergue les faiblesses criantes de notre système de soins. Vos lourdes erreurs dans ce domaine ont d'ailleurs été reconnues par le président de la République, contraint à un cuisant mea culpa. Celui-ci n'a pas pu se rendre dans un seul hôpital sans être pris à partie par le personnel qui stigmatise ses mauvais choix et promesses non tenues. Ici même, en mars 2019, lors du vote de votre loi Ma Santé 2022, je vous avertissais sur l'absence de réponse aux enjeux de fond, au-delà des primes insuffisantes, et sur le risque pour 600 de nos hôpitaux transformés en hôpitaux dits de proximité, de voir leurs services de chirurgie et leur maternité remis en cause à terme. Désertification médicale de nombreux territoires, difficultés de recrutement des hôpitaux périphériques, conditions de travail, bureaucratisation extrême avec 30% de personnel administratif de plus qu'en Allemagne. Tous ces problèmes se sont aggravés depuis 3 ans. Alors très précisément, Monsieur le ministre, déciderez-vous un moratoire sur les fermetures de services en préparation? Quel choix dans la dépense sociale ferez-vous pour permettre une revalorisation durable et financée des carrières des soignants et à quelle hauteur? Comment favoriserez-vous les recrutements hospitaliers pour mettre fin au système d'intérim médical qui coûte un demi-milliard d'euros par an à nos hôpitaux? Avec quels moyens, enfin, développerez-vous la proximité des services de soins pour nos compatriotes des territoires ruraux? Des mea culpa hypocrites et des engagements vagues ne suffiront plus à redonner foi aux équipes soignantes et aux Français dans l'avenir de leur système de soins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je vous remercie, Monsieur le député Di Filippo, pour votre question tout en finesse. La remise en question, c'est sans doute... La capacité de se remettre en question est un art subtil, Monsieur Di Filippo. Peut-être qu'un jour, vous-même aurez l'occasion de vous y soumettre. Vous verrez, parfois ça fait beaucoup de bien, ça permet d'avancer. Et avancer, je crois que c'est ce que nous voulons tous. Et à travers votre question, et au-delà des choses un peu provocantes que vous avez mises, je note que vous avez envie d'avancer avec nous sur les grands enjeux que nous avons mis sur la table, que le président de la République a mis sur la table, et que nous allons travailler avec le gouvernement dans les semaines qui viennent, non pas dans les mois, mais dans les semaines qui viennent, à savoir les revalorisations pour le personnel soignant dans le secteur hospitalier, la question des montées en compétences et des missions, la question de l'organisation territoriale, du lien entre la médecine et le médico-social, le lien entre la ville et l'hôpital, toutes ces questions qui sont fondamentales. Et nous avons une occasion, puisque moi je retiens les paroles de ces médecins à la Pitié-Salpêtrière que nous avons rencontrés la semaine dernière,
et qui disait l'espace de l'épidémie, le besoin de soins, la charge de soins ont été au centre de toutes les préoccupations et les donneurs d'ordre étaient à nouveau les médecins, les infirmiers et également les directeurs qui collectivement étaient tournés vers un seul objectif et qui ont réussi au cours de cette occasion à lever tout un tas de carcans administratifs, tout un tas de freins qui peinent et qui les empêchent d'innover au quotidien, tout un tas de normes qui ne sont pas forcément utiles au quotidien et qui n'ont pas envie de retrouver. Et ça tombe bien, on n'a pas forcément envie de les remettre lorsqu'elles ne font pas sens. Donc, il y aura une concertation nationale sur les grands objectifs et également des retours d'expérience ou plutôt des groupes d'action montés dans l'ensemble des territoires, ceux qui ont le plus subi l'épidémie, ceux qui l'ont moins subi, mais tous ont fait preuve d'innovation, de capacité de changer les choses. Ils ont des choses à nous dire, ils ont des idées à porter et nous avons envie de les écouter pour avancer et dessiner ensemble le système de santé de demain. Merci. Allez-y, monsieur Di Filippo, qui redoutait d'avoir été oublié, ce qui est impensable. Ma finesse, monsieur le ministre, elle me permet de faire la différence entre une remise en question, qui est une bonne chose, et un retournement de veste marketing. Après 8 ans en responsabilité, que ce soit dans la commission des affaires sociales de François Hollande ou dans celle d'Emmanuel Macron ou en tant que ministre, eh bien, vous avez eu l'occasion de nous dire tout et son contraire. Et vous n'êtes vraiment pas en situation de nous donner des leçons parce que vous avez fait il y a 1 an exactement le contraire de ce que vous prenez aujourd'hui, la main sur le cœur. Comptez sur notre exigence, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, elles sont plus de 400 000. Elles travaillent dans des associations, des CCAS ou des entreprises. 20% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Elles ont perdu 13% de pouvoir d'achat en 10 ans et au regard de la valeur du SMIC, une employée qualifiée de ce secteur doit attendre 9 ans avant d'être rémunérée au-dessus de celui-ci. Et pourtant aussi, grâce à elles, pendant cette crise Covid, des hospitalisations ont été évitées. Grâce à leur dévouement, le retour à domicile après hospitalisation a été rendu possible. Grâce à elles, nous avons pu constater qu'avec notre système de santé qui a tenu bon, la France disposait d'un secteur médico-social tout aussi performant. En fait, c'est notre système de solidarité qui a été très performant. Elles, ce sont ces plus de 95% de femmes qui constituent les services d'aide à domicile et je tiens ici à leur rendre un hommage appuyé. Alors, monsieur le ministre, à la hauteur de leur investissement pendant la crise, vous devez comprendre leur incompréhension sur le non-versement d'une prime par l'État, et ce, après avoir été prise en compte assez tardivement sur la distribution des masques. La petite phrase du communiqué de presse du 11 mai les concernant, jugée sibylline, a engendré leur colère. Les aides à domicile ne doivent pas pâtir de la gouvernance de ce secteur. Oui, les départements ont en charge cette compétence, mais la reconnaissance pour les professionnels doit aussi se porter au niveau de l'unité nationale. L'État ne peut pas être absent et les CD sauront, j'en suis sûre, prendre leur part. Plusieurs possibilités existent pour le versement de cette prime. Je vous ai d'ailleurs fait plusieurs propositions par courrier. Cette prime, comme pour l'hôpital, ne doit pas occulter la nécessaire réforme du secteur dont le modèle économique est à bout de souffle. Cette réforme, que j'appelle de mes vœux depuis longtemps, doit se faire à l'aune de la loi Grand Âge et Autonomie. Elle doit se co-construire avec tous les acteurs, en premier desquels se trouvent les conseils départementaux. Et je salue l'initiative lancée hier par Dominique Bussereau sur ce sujet. Monsieur le ministre, 3 questions simples. L'État va-t-il prendre sa part au versement d'une prime pour reconnaître le travail des services d'aide à domicile? Et enfin, pour terminer, à quand cette loi Grand Âge et Autonomie, tant de fois repoussée car jugée non prioritaire, et pourtant, il est de plus en plus urgent d'agir. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Agnès Firmin-Le Bodo, merci pour votre question. La semaine dernière, je me suis rendu en déplacement au domicile d'un couple de personnes âgés qui ont vécu le confinement à domicile pendant 7 longues semaines. Ils ont fait le choix, parce qu'ils sont en situation de vulnérabilité, de sortir le moins possible de chez eux. Porteurs de maladies, âgés, c'était compliqué pour eux et ils avaient peur. Je peux vous dire qu'heureusement qu'il y avait des aides à domicile pour faire leurs courses, venir leur tenir compagnie, les aider au quotidien. Et il m'a été donné de rencontrer notamment une aide à domicile qui m'a raconté la difficulté de ses missions au cours de la période que nous venons de traverser. Et qui n'est pas nécessairement fini d'ailleurs. J'en parle au passé, mais vous savez tous que le risque épidémique reste important dans notre pays. Évidemment, madame la députée, je vous rejoins, il est important, il est indispensable, il est juste de reconnaître le travail et les missions exercées par les aides à domicile dans la période. Je l'ai déjà dit, partout où l'État le pouvait, il est intervenu.
C'était le cas pour les services de soins infirmiers à domicile où c'est l'assurance maladie qui paye 100% des infirmières. La prime a été accordée. C'était le cas dans les EHPAD où l'assurance maladie paye 30% du salaire du personnel soignant. La prime a été accordée. Dans le cadre des SAD, c'est-à-dire les services d'aide à domicile, cela relève de la compétence départementale. Alors je peux vous dire que l'État travaille en concertation avec l'ensemble des départements. Nous travaillons avec Dominique Bussereau, avec lequel les relations sont excellentes, dans l'espoir, l'attente que puisse être déclenché un geste que j'espère viendra de la part de l'ensemble des départements à destination des aides à domicile. Vous dire également, Madame la députée Agnès Firmin-Lebaudot, c'est dissipé aujourd'hui, Monsieur les députés. Les aides à domicile feront partie intégrante de la réflexion, de la discussion que je vais conduire au sein du ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre du fameux Ségur de la Santé, parce que je l'ai dit, il ne saurait y avoir de silo, ville, hôpital, médical, médico-social. Évidemment que les aides à domicile feront partie et seront au cœur de nos réflexions. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Boris Vallaud. Monsieur le Premier ministre, nous entendions hier soir le Président de la République nous assurer que jamais la France n'avait manqué de masques. Il faudra bien, je le dis à notre Président, que notre Assemblée se dote des prérogatives d'une commission d'enquête pour tirer tout cela au clair et ne plus laisser les Françaises et les Français face à ces dénégations sans fin. Toujours est-il qu'aujourd'hui, après bien des tergiversations, le port du masque est obligatoire dans bien des circonstances et pour de nombreuses personnes. Et dans la proposition de résolution que nous avions formulée le 28 avril dernier, en prévision du débat sur le déconfinement, nous avions demandé la gratuité des masques comme une mesure de justice face aux risques sanitaires. Ça n'est pour l'heure pas votre choix. Et ce sont les collectivités locales qui ont passé commande et qui aujourd'hui distribuent ces masques. Et au bout de la chaîne, ce sont les Françaises et les Français qui doivent se débrouiller, faire la queue pour se procurer ces masques et souvent les payer eux-mêmes. Le gouvernement a certes encadré les prix, mais à des niveaux 10 fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise, et encore uniquement sur les masques à usage unique, et seulement jusqu'à la fin de cette semaine, puisque le décret pris par le gouvernement sera caduc le 23 mai prochain. Comme cela ressort de l'étude de 60 millions de consommateurs, cela peut représenter pour une famille avec 2 enfants jusqu'à 100 € mensuels. Disons-le honnêtement, c'est inaccessible aux foyers les plus modestes. En dépit des efforts des collectivités locales, et j'en suis le témoin dans mon département des Landes, il n'est pas possible de laisser demeurer des situations où l'accès aux masques, leur renouvellement, leur bon usage serait fonction du lieu où l'on vit et des moyens financiers qui seraient les nôtres. Monsieur le Premier ministre, les masques sont un bien essentiel à la santé publique et doivent comme tels être accessibles gratuitement partout et pour tous. Pourriez-vous nous dire si le gouvernement compte prendre en considération cette demande élémentaire de justice? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vallaud. D'abord, je vais peut-être saisir cette question pour redire des choses assez importantes sur la distribution de masques en France. Près d'un masque sur 2 aujourd'hui en France est distribué gratuitement par l'État, puisque c'est l'État qui fournit les 100 millions de masques aux soignants grâce à Olivier Véran qui a élargi la distribution de masques aux malades et aux EHPAD. C'est également l'État qui fournit 20 millions de masques gratuits chaque semaine, utilisables 20 fois pour les écoles, ce qui enlève du budget aux jeunes enfants, pour les personnes les plus précaires et pour les fonctionnaires de l'État au titre de son rôle d'employeur. Et puis, vous parlez des masques distribués par les collectivités locales. Et moi, je veux saluer leur effort, que nous avons d'ailleurs accompagné, pour leur trouver des importateurs, que nous avons accompagné pour leur trouver des gens qui dédouanent. Et ces efforts d'approvisionnement, je le rappelle, sont financés à 50% par l'État. 50% par l'État. Ça, c'est la réalité de la politique que nous avons mise en place. Et effectivement, pour les usages de loisirs, c'est-à-dire lorsque l'employeur ne fournit pas les masques, alors il est possible de les acheter librement, à son goût, à son budget. Et je rappelle que la DGCCRF fait des contrôles réguliers et qu'elle a encore prouvé cette semaine que vous pouvez trouver des masques utilisables plusieurs fois à 10 centimes l'usage, parce que c'est ce masque textile que nous avons développé et qui ont des propriétés filtrantes garanties, qui sont pour le grand public la meilleure solution, plus écologique et plus accessible au budget. Merci Madame la Ministre.
Oui, vous avez 15 secondes, monsieur Vallot. C'est exact. Je connais vos capacités de synthèse. Oui, surtout que la question, je la reformulerai simplement. Gratuité ou pas gratuité? Ah là, c'est un effet très... Bien, la parole est maintenant, s'il vous plaît, à Madame Marie-Christine Dalloz, que nous écoutons. Vous avez la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le classement des départements en rouge ou en vert a de lourdes conséquences sur certains territoires, contrairement à ce que certains pouvaient laisser entendre. C'est le cas dans plusieurs départements et tout particulièrement pour le département du Jura. Mais je pense à ma collègue dans le Doubs, on est dans la même situation. Ainsi, en 2019, le Jura représentait à lui seul 34% des nuitées réservées en Bourgogne-Franche-Comté. 34%. Or, à ce jour, et compte tenu de la couleur rouge de certains territoires, les opérateurs du tourisme n'ont aucune visibilité. Les bars et les restaurants ne savent pas s'ils pourront reprendre leur activité avec, bien sûr, toutes les précautions sanitaires nécessaires. Si les cafés et les restaurants dans les départements comme le Jura classé en rouge ne pouvaient pas rouvrir dès le 2 juin, les conséquences économiques seraient désastreuses. Le problème se pose aussi pour les collégiens scolarisés dans un département limitrophe classé vert, comme le département de l'Ain. Ces collégiens en limite de département ne peuvent pas être scolarisés dans leur collège avec leurs petits camarades car le classement de leur département leur interdit la reprise des cours. Nous savons que la couleur d'un département est fonction de 3 critères. Le premier, c'est le taux de circulation du virus. Dans le Jura, par exemple, c'est 0,05. La capacité de réaliser des tests, pas de problème à ce niveau-là dans le département du Jura. Mais enfin et surtout, le nombre de lits de réanimation. Et c'est bien là que le problème se situe. C'est sur ce seul critère que se trouve doublement pénalisé un département. Monsieur le ministre, pour ces départements, pouvez-vous envisager de reconsidérer la classification ou éventuellement proposer des aménagements, des dérogations adaptées? Et enfin, plus généralement, dans quelle mesure envisagez-vous de doter ces territoires de lits de réanimation? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Marie-Christine Dalloz, vous posez une question sur les zones vertes et les zones rouges, sur les collèges, sur les restaurants. Alors, il y a des questions qui sont très liées à la particularité rouge d'un territoire. C'est le cas pour les collèges, et vous savez qu'ils n'ont pas vocation à rouvrir en même temps que les collèges des zones vertes. Et les questions que vous posez qui sont liées au tourisme, finalement à la reprise de la circulation normale sur le territoire, aux restaurants, des questions qui sont totalement légitimes, que se posent les Français et que se posent évidemment les commerçants qui attendent de pouvoir rouvrir bars et restaurants. Le Premier ministre a toujours été très clair que nous avions un premier seuil de levée du confinement qui s'étendait du 11 mai jusqu'à la fin du mois de mai, voire le 2 juin, à partir de quoi il serait possible, et ce sera évidemment en anticipation, ce sera anticipé, d'envisager des réouvertures en fonction de la situation épidémique et en fonction des critères. Vous avez vous-même cité le critère fondamental du taux de saturation des réanimations. Vous êtes, Madame la députée, parlementaire d'une région, la Bourgogne-Franche-Comté, qui a payé un très lourd tribut à l'épidémie, très lourd tribut. L'une des régions dans lesquelles il a fallu organiser des évacuations sanitaires d'urgence, voire en catastrophe. L'une des régions dans lesquelles il a fallu dédoubler, voire tripler le nombre de lits de réanimation pour être capable de soigner tous les malades qui en avaient besoin. Je crois que les soignants dans ces régions, et notamment dans les services de réa, d'abord, ils font face encore à une demande très forte de soins, avec un niveau de saturation élevé, et ensuite, ils attendent de pouvoir récupérer un peu, parce que si l'épidémie devait repartir dans les territoires qui ont été fortement éprouvés, ce serait encore pire qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un effort supplémentaire qui est demandé aux populations de votre beau département du Jura. Et je comprends les questions, encore une fois, elles sont légitimes. Et croyez-moi, si nous pouvons aller plus vite, plus loin dans le déconfinement, ce sera évidemment avec le bonheur de constater que l'épidémie aurait fortement régressé. Les derniers chiffres dont je dispose montrent que nous sommes toujours sur une courbe décroissante du nombre de nouvelles contaminations, d'admissions aux urgences et à l'hôpital sur l'ensemble du territoire national, à l'exception notable de Mayotte. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont derrière nous. Il faut 10 à 15 jours entre le moment où nous levons le confinement et le moment où nous pouvons observer si oui ou non l'épidémie repart. Mais croyez-moi, nous faisons le maximum pour protéger la santé des Français et faire repartir notre pays. Madame Dalloz, vous avez la parole. Oui. Simplement, pour l'avenir, comment on traite ce problème pour éviter de se retrouver dans cette situation, Monsieur le Ministre? Merci, Madame la députée.
La parole est à Monsieur Joachim Pueyo. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la crise sanitaire liée au Covid-19 a durement frappé les Français les plus fragiles, personnes âgées et dépendantes. Je tiens ici à saluer toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés d'une manière exemplaire pour faire face à cette situation. Cette épidémie a mis en évidence la fragilité de nos politiques publiques envers ces populations dépendantes. Il est maintenant essentiel de faire un premier bilan de cette crise et d'en tirer les enseignements. Nous avons observé que l'augmentation du nombre de résidents au sein des EHPAD avait mis en difficulté la capacité des personnels à endiguer l'épidémie. D'autre part, les aides à domicile et les soignants ont été parmi les personnes à assurer le lien social auprès des aînés isolés. Au final, l'engagement de ces acteurs s'est révélé primordial. De nombreux témoignages ont mis en avant ces professionnels qui ont eu, dans ce moment critique, leurs revendications légitimes pour se consacrer pleinement à leur mission. Des décisions politiques fortes doivent être prises pour anticiper les besoins à venir. Or, les bonnes conditions du vieillissement sont d'abord liées à la qualité des prestations humaines apportées. L'heure est venue de reconnaître l'action de ces personnels par une revalorisation salariale qui améliorera l'attractivité de ces métiers liés au grand âge. Rester à domicile ou vivre dans une petite structure collective de type familial sont les aspirations de vie les plus couramment exprimées. Il s'agit donc d'envisager de nouvelles solutions d'accueil. Cela passe par un renforcement des services ambulatoires et la création de structures de proximité, des solutions plus humaines, plus sécurisées au niveau sanitaire et moins coûteuses. Monsieur le ministre, vous avez répondu sur les primes. Nous plaidons à nouveau pour l'attribution d'une prime, bien évidemment, pour les aides à domicile. D'autre part, qu'en est-il du projet de loi sur la dépendance, que nous attendons toujours et qui s'avère plus que jamais d'actualité? À quand la reconnaissance de la 5e branche de la sécurité sociale consacrée à ce sujet? À quand la revalorisation de tous les métiers de l'accompagnement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Pueyo, je suis heureux de voir que la question de l'autonomie, du grand âge, est une question qui traverse les bancs de l'Assemblée nationale et c'est le cas aujourd'hui avec plusieurs questions auxquelles j'ai déjà eu l'occasion de répondre. Je ne voudrais pas être redondant par rapport aux réponses que j'ai déjà données, notamment sur la question de la prime. Vous dire aussi qu'à l'heure à laquelle nous parlons des EHPAD, ce qui atteste du fait que l'épidémie n'est pas terminée, il y a encore 43% des EHPAD sur le territoire national qui déclarent des cas de Covid. Le dépistage systématique, massif qui a été organisé dans notre pays a porté ses fruits. En Ile-de-France, cela fait déjà plus de 2 semaines que tous les EHPAD de la région ont été intégralement testés, même en l'absence de cas. Et ce sera le cas maintenant sur l'ensemble du territoire, ce qui a permis d'isoler un certain nombre de malades et de protéger les personnes âgées. J'ai déjà dit toute l'admiration et le respect que j'avais pour les personnels, les personnes qui s'occupent avec humanité dans des conditions difficiles des personnes les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est un métier qu'il se trouve que j'ai exercé moi-même pendant quelques années de nuit et dont je connais la pénibilité, la difficulté, l'absence de reconnaissance financière et sociale. Je crois que le diagnostic il est partagé. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de rapports sur la question. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été conduits sous certains gouvernements, sous d'autres, et que vous appelez à faire aboutir cette réflexion. J'entends votre demande. Et à travers votre question, vous saluez, encore une fois, toutes les qualités et les attentes de cette profession du grand âge. Des aides à domicile, j'en ai parlé tout à l'heure, des aides-soignants en EHPAD, des infirmiers, etc. Donc ça fait partie de la réflexion et de la concertation qui commence, avec des mots forts du Président de la République, un engagement fort du Premier ministre, et j'aurai à cœur de pouvoir apporter une contribution à ces échanges et à ces débats dans les semaines qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Monsieur le Président, depuis 2 mois, les personnels hospitaliers, médico-sociaux et du domicile sont mobilisés nuit et jour. La charge de travail a été immense, les risques pris considérables. Le stress face à la maladie et la mort sans commune mesure avec l'exercice normal du métier déjà pénible. Depuis 2 mois, nos concitoyens applaudissent les personnels soignants à leurs fenêtres. Le pays entier le sait, leurs métiers sont indispensables. Ils méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Et pas seulement par des symboles, des médailles, mais par des actes. Une augmentation des salaires, des conditions de travail dignes, enfin. Les soignants le demandaient depuis plus d'1 an avant la crise du Covid, survenue en plein mouvement de grève. Or, votre gouvernement continue de rester sourd à leur appel. Il octroie une prime exceptionnelle pour la période de travail liée au Covid-19, 1 500 ou 500 € selon les départements, pour les hospitaliers seulement. Inégalité de traitement injuste, indigne, quand les personnels ont été mobilisés partout.
Une prime et des promesses de négociation, c'est tout. Aucune annonce concrète de revalorisation des salaires, alors que la France est au 28e rang sur 32 des pays de l'OCDE pour la rémunération des infirmières hospitalières. Vous voulez donc continuer à sous-payer les métiers du soin? C'était une honte. Et quand vous annoncez un plan hôpital, c'est pour en finir avec les 35 heures. C'est une mauvaise plaisanterie. Les soignantes et soignants n'ont pas besoin de travailler plus, ils doivent simplement gagner plus. Ils veulent également pouvoir travailler et soigner dans de bonnes conditions. Qu'attendez-vous pour reconstruire l'hôpital public que vous avez soigneusement détruit? Allez-vous enfin revenir sur la tarification à l'acte? Allez-vous revenir sur les fermetures de lits, de services, d'hôpitaux qui avaient été jugés non rentables et qui ont démontré qu'ils étaient indispensables? Et enfin, précisément, répondez, Monsieur le ministre, de combien allez-vous augmenter les salaires des personnels hospitaliers? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Ce n'est pas nous qui sommes sourds, Monsieur le député Lachaud, c'est vous qui n'écoutez pas ou qui entendez ce que vous avez envie d'entendre. Puisque vous me posez une question en me disant pourquoi ne voulez-vous pas faire en parlant de quelque chose que nous venons d'annoncer que nous allions faire. Monsieur le député, ensuite vous exigez de savoir combien. Je vous croyais respectueux du dialogue social et des partenaires sociaux. Croyez-vous que ce soit à vous, Monsieur Lachaud, au décours d'une question au gouvernement, que je vais dire, expliquer les choses sans avoir même pris le temps de consulter les syndicats? Ils seront réunis lundi au ministère pour une première discussion multilatérale et je crois que je leur réserverai la primeur des échanges, des discussions, des négociations s'il y a lieu et surtout des annonces, Monsieur le député. J'ajoute, vous n'entendez pas, Monsieur le député, je le disais, et je crois qu'il y a également un problème de lecture. Parce que vous dites que je veux en finir avec les 35 heures sous prétexte que j'ai répondu à une question posée par un journaliste qui traitait des 35 heures en répondant que je ne voulais pas mettre fin aux 35 heures. Par contre, il y avait un certain nombre de soignants qui nous demandaient d'assouplir certains statuts qui les empêchaient d'augmenter leur garde ou leur temps de travail lorsqu'ils le souhaitaient et qui, du coup, les empêchaient, faute de pouvoir le faire dans leur propre établissement, à aller faire ce qu'on appelle des ménages en douce, en irrégularité, dans d'autres hôpitaux ou d'autres cliniques. Si c'est cela que vous appelez mettre fin aux 35 heures, eh bien écoutez, je pense que c'est un problème de lecture et d'écoute. Mais c'est important. Et je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de redire, mais je crois que c'est la 5e fois aujourd'hui, pardon, c'est comme ça, il en va de la vie des QAG ainsi, c'est que lundi, c'est une étape importante dans la reconnaissance de la nation vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de l'importance de leur métier, l'importance de leurs tâches et de l'incroyable brio avec lequel ils ont sauvé des vies dans notre pays depuis plusieurs semaines. Je pense que vous aurez un peu de mal à faire de la polémique là-dessus si vous avez lu ou si vous relisez d'un peu plus près ce que nous avons dit et écrit. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Patricia Lemoine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous au nom de mes collègues de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. La loi du 12 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire organise un régime de quarantaine pour l'ensemble du territoire national, sans distinguo en fonction de la situation sanitaire des différentes collectivités ultramarines. Ce dispositif prévoit désormais une quarantaine de 14 jours, au choix du nouvel entrant, soit en structure dédiée, soit à domicile, choix auquel le représentant de l'État peut s'opposer uniquement pour des raisons sanitaires. Sa durée ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation du juge des libertés. Ce nouveau dispositif a suscité une grande émotion au sein de la population locale et provoqué un certain nombre de réactions politiques. En effet, il est beaucoup moins contraignant que celui en vigueur jusqu'à présent en Nouvelle-Calédonie, où la quarantaine s'effectuait obligatoirement à l'hôtel durant 14 jours, suivie d'une semaine en confinement strict à domicile. Comme l'a souligné le Conseil scientifique national dans son avis du 12 mai, c'est ce régime particulièrement rigoureux qui a permis à la Nouvelle-Calédonie d'être aujourd'hui indemne du Covid-19 et la protège d'une éventuelle réintroduction du virus. Il est donc impératif d'ajuster en urgence le dispositif de quarantaine prévu par la loi, notamment en direction des Outre-mer indemnes de Covid-19. Dans cette perspective, il convient de conjuguer les compétences de l'État au titre des restrictions aux libertés publiques et celles de la Nouvelle-Calédonie en matière de santé et de contrôle sanitaire aux frontières. D'ores et déjà, un amendement au projet de loi destiné à faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 a été déposé par le sénateur Gérard Poadja afin de maintenir le dispositif calédonien de quarantaine. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc la suivante.
Comment le gouvernement envisage-t-il de répondre aux attentes de la Nouvelle-Calédonie en matière de quarantaine afin qu'elle reste indemne du Covid-19? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran. Ah, pardon, à Monsieur le Premier ministre. Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez au nom de vos collègues Dunoyer et Gomez sur la gestion de l'épidémie, sur la prévention de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, et je voudrais vous apporter un certain nombre de réponses. Vous les apporter et dire que, mais vous le savez peut-être, j'ai eu hier matin, j'ai régulièrement des contacts téléphoniques avec l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie pour des raisons que chacun comprend ici. J'ai eu Philippe Dunoyer hier matin, le président du Congrès, le président du gouvernement, le président de la province Nord, la présidente de la province Sud, le président de l'Union calédonienne, pour justement évoquer avec eux l'impact des décisions prises et la façon dont l'épidémie devait être gérée. Vous avez raison de dire que la Nouvelle-Calédonie n'a pas été affectée par la circulation locale du virus. Et c'est très important, car les territoires insulaires, nous le savons, sont souvent fragiles, et parce que la prévalence au sein de la population en Nouvelle-Calédonie de pathologies telles que le diabète, par exemple, fait que la fragilité de la population pourrait être réelle, considérable même, face à la circulation du virus. Pour prévenir la circulation du virus et l'entrée du virus sur le territoire, il faut évidemment prendre des mesures rigoureuses. Elles ont été prises. Un confinement externe pour éviter l'introduction du virus et évidemment des mesures de précaution. La première mesure qui a été prise et que nous devons maintenir pour assurer le confinement externe, c'est de réduire les échanges au strict nécessaire et de maintenir en quelque sorte les frontières de l'île fermées. Ça n'est pas sans impact, vous le savez parfaitement, sur l'économie du territoire. Mais c'est indispensable si on veut éviter l'introduction du virus. C'est la raison pour laquelle nous avons limité au maximum et aux déplacements à motif personnel ou professionnel impérieux la possibilité de se rendre vers la Nouvelle-Calédonie. Et je me félicite que les mesures en question aient été prises conjointement par le représentant de l'État, le haut-commissaire, et par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Parce qu'en la matière, on est dans une situation de conjugaison des compétences, beaucoup plus que de concurrence des compétences. La compétence de l'État, au titre de l'entrée sur le territoire, la compétence des autorités locales, s'agissant de la politique sanitaire. Et au lieu de se livrer à une espèce de combat d'arrière-garde et nocif, je crois, dangereux même pour la situation sanitaire, heureusement, les compétences se sont entendues et ont pris des arrêtés conjoints. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire face à cette épidémie. La deuxième chose que nous devons faire, c'est d'imposer, c'est ce qui a été fait en mars dernier, une quarantaine stricte à ceux qui entrent. Ils sont peu nombreux, mais à ceux qui entrent sur le territoire. Cette quarantaine a pris des modalités spécifiques en Nouvelle-Calédonie, avec une période de 15 jours imposée en hôtel, puis une semaine imposée à domicile. Il se trouve que depuis le vote de la récente loi, le Conseil constitutionnel a formulé un certain nombre de réserves et que le débat parlementaire a conduit à l'adoption d'une disposition qui rend, c'est vrai, d'apparence plus difficile la mise en œuvre d'une quarantaine de ce type, c'est-à-dire plus exigeante. Je crois qu'elle ne l'interdit pas. Et tout notre travail, c'est de faire en sorte qu'elle soit possible. Qu'elle soit possible avec l'intervention du juge des libertés et de la détention ne peut pas être regardée, je ne pense pas que vous le regardiez comme ça, Madame la députée, ou que quiconque le regarde comme une atteinte à la lutte contre l'épidémie. C'est une garantie s'agissant d'une mesure qui est évidemment une mesure privative de liberté, et donc je ne crois pas qu'il faille l'écarter ou qu'il faille vouloir s'en débarrasser. Je pense que c'est une garantie importante. Mais nous devons veiller à ce que la pratique de la quarantaine telle qu'elle est souhaitée en Nouvelle-Calédonie, puisse être préservée, puisque c'est un impératif de santé auquel nous sommes tous, locaux, métropolitains, quelles que soient les forces politiques en présence, me semble-t-il, extrêmement attachés. Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi sur l'état d'urgence sanitaire dans le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie? C'est une bonne question. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter devant le Sénat, puisque ce texte a été évoqué devant l'Assemblée nationale. J'y suis évidemment prêt. Je veux simplement redire la nécessaire conjugaison des compétences et pas le retour sur une compétence quelconque.
le nécessaire maintien de l'ensemble des mesures que nous prenons dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa. J'y suis extrêmement sensible. Je sais que les forces politiques locales y sont extrêmement sensibles. Il ne s'agit pas, à l'occasion de la gestion de cette crise, de revenir sur la logique de ces accords. Il s'agit de trouver, avec l'ensemble des autorités compétentes, les bonnes solutions pour éviter l'introduction et la circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Sylvia Pinel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, les répercussions économiques de la crise actuelle affectent durement les filières agricoles. Leurs équilibres souvent fragiles ont été bousculés, notamment par la disparition de certains débouchés. Ces dernières semaines, beaucoup de nos compatriotes ont fait le choix de soutenir les agriculteurs et d'acheter des produits de qualité directement via les multiples initiatives nées du terrain, et il faut les saluer. Désormais, en lien avec les collectivités, comment comptez-vous les pérenniser? Mes questions aujourd'hui se veulent concrètes et font suite aux différentes annonces du gouvernement. Elles concernent tout d'abord le secteur de la viticulture, déjà affecté par les retombées de la guerre commerciale avec les États-Unis. La filière est touchée par la fermeture des bars et restaurants. Le plan du gouvernement dévoilé la semaine dernière apporte des réponses qui demeurent néanmoins insuffisantes. Sur les aides à la distillation, tant dans les quantités que dans les subventions allouées, envisagez-vous une rallonge? Sur les exonérations de cotisations sociales, compte tenu de l'enveloppe, comment seront sélectionnées les entreprises éligibles? Les coopératives le seront-elles? À l'échelle européenne, arriverez-vous à convaincre vos homologues de la nécessité de créer un fonds de compensation? Monsieur le ministre, je vous ai déjà alerté sur mon second motif d'inquiétude, la question des saisonniers et des problématiques de disponibilité de la main-d'œuvre pour faire face à l'important besoin des arboriculteurs. À titre d'exemple, en Tarn-et-Garonne, le besoin est estimé à environ 20 000 saisonniers. La problématique est triple. Quelle main-d'œuvre sera disponible pour la période cruciale des récoltes? Les arboriculteurs attendent des dérogations. Où en sommes-nous? Face à la baisse attendue des saisonniers issus de l'Union, la question du recours aux ressortissants hors Schengen est cruciale. Pouvez-vous nous indiquer la position de la France? Et enfin, quelle réponse apporter pour le logement des saisonniers en respectant les règles sanitaires? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Monsieur Didier Guillaume. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sylvia Pinel, vous m'avez posé 3 questions. Si vous le permettez, je ne vais ne répondre qu'à 2, puisque je sais que le député UP en pose une sur la viticulture et je répondrai à vos 2 questions en même temps. Ça permettra d'être plus précis. Bah, c'est écrit sur le dérouleur, bien sûr, et d'être plus clair. La première question que vous posez est une question très importante. C'est celle de la main-d'œuvre. En effet, l'agriculture française a besoin de beaucoup de main-d'œuvre saisonnière. C'était 40 à 50 000 salariés depuis le mois d'avril. C'est 100 000 à partir de ce mois-ci. Et c'est un vrai problème. Le confinement et la crise du Covid a fait qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre. Nous avons lancé avec la FNSEA la plateforme sur laquelle sont inscrites 300 000 personnes. 15 000 ont eu des contrats de travail. Ça ne suffisait pas tout à fait, mais ça permettait de compenser au moment où l'agriculture française était en train de donner. Maintenant que le déconfinement est là, les gens vont repartir travailler, mais la plateforme est toujours en place et certains pourront continuer à avoir ces contrats de travail. Mais vraiment, votre question chez vous, 20 000 comme ailleurs, c'est les travailleurs saisonniers qui viennent de l'Union européenne. Le Premier ministre a arbitré cela hier et l'instruction va être publique, je pense, demain, sous réserve évidemment, puisque c'est la priorité numéro 1 du gouvernement, de la question sanitaire, de la prévention sanitaire, un guide de bonne pratique pour le travail et un guide de bonne pratique pour l'hébergement va être mis en place. Il n'est pas question que les conditions d'hébergement soient demain comme elles étaient aujourd'hui. Sous ces réserves, il y aura la possibilité pour des travailleurs de main-d'œuvre étrangère dans l'Union européenne de venir en France travailler s'ils ont un contrat de travail. Le Premier ministre a arbitré, l'instruction sera publique demain. Quant à votre deuxième question sur comment les choses se passeront demain, l'agriculture a été agile, elle a été mobile et demain il faudra que nous nous posions les vraies questions sur la production et sur l'alimentation de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour mon collègue du Vaucluse, Jean-François Césarini, décédé pendant le confinement d'une longue maladie, et d'avoir une pensée pour ses proches.
Monsieur le Premier ministre, le 13 mars, votre ministre de la Santé expliquait que fermer les frontières n'avait scientifiquement aucun intérêt pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et quelques jours après, l'Europe a fait l'inverse et nous avons suivi avec retard. Au plan économique, l'effet d'une fermeture est par contre létal pour des filières qui sont dépendantes de l'étranger, notamment la filière cerise du Vaucluse, qui mobilise beaucoup de saisonniers agricoles venus d'Espagne. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par le ministre. Votre ministre de l'Intérieur a mentionné que certaines dérogations pour les ressortissants de l'espace européen qui justifient d'un motif économique impérieux et qui sont munis d'un contrat de travail, en particulier les travailleurs saisonniers agricoles, bénéficieront donc dans les jours à venir. Mais la frontière est restée close pour des étrangers extra-européens munis de titres de séjour, mais aussi pour, par exemple, des Espagnols. Jeudi dernier, s'est tenue une réunion interministérielle. Hier, une réunion d'arbitrage. Nul ne sait ce qu'il en est ressorti. Le monde agricole attend. Il attend une instruction, une circulaire, une décision. Le temps administratif n'est pas le temps économique. Je suis sûr que vous avez beaucoup de pouvoir, Monsieur le Premier ministre, mais pas de pouvoir décaler la date de maturation des fruits. Nos cerises sont déjà très mûres et la météorologie pluvieuse encourage la prolifération des parasites. Dans mon département, on a trouvé à peine 500 saisonniers français pour 10 000 recherchés, soit 5% des besoins. Pendant ce temps-là, sur les étals des villes, on vend la cerise espagnole. Alors je voudrais que vous précisiez votre réponse. Quand vous parlez de personnes autorisées à travailler, est-ce que ça concerne uniquement des ressortissants européens ou est-ce que ce sont tous les ressortissants, y compris non européens, munis d'un titre de séjour? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, sur le temps des cerises. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Aubert, j'ai déjà répondu en partie à cette question qui a été posée par Madame la députée Pinel. Ce que nous avons fait immédiatement pour répondre à votre question et après avoir été interpellé par votre président de Chambre d'agriculture, votre président de syndicat évidemment, c'est un département que je regarde de très près. Nous avons autorisé l'augmentation de la durée de présence en France des travailleurs étrangers qui y sont de 6 mois à 9 mois. Cela a permis, là aussi, d'avoir une part de main-d'œuvre pour faire la jonction. Parallèlement, en relation avec Mme Pénicaud et le ministère du Travail, nous sommes vraiment en train de regarder comment nous pouvons faire en sorte, avec le guide de bonne pratique, avec des règles très strictes, de les faire venir. Vous avez raison, le temps administratif n'est pas le temps des saisons. Mais aujourd'hui, nous sommes bien dans le temps des saisons. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a rendu un arbitrage et l'instruction va être publiée aujourd'hui et demain. Et c'est ce que je viens de vous dire. Il y aura la possibilité de faire venir des travailleurs étrangers avec un contrat de travail. Mais pour cela, il y a quand même 2 conditions qui sont très importantes. La première condition, c'est la sécurité sanitaire. On ne peut pas y déroger. Et le guide des bonnes pratiques qui a été mis en place sera fait pour le travail saisonnier, quel qu'il soit. Mais la deuxième solution qui pose plus de problèmes, et nous regardons cela de près, c'est évidemment pour le logement des travailleurs étrangers. Vous savez très bien, vous connaissez comme moi très bien, souvent les logements, ce sont dans des dortoirs, ils sont les uns à côté des autres très proches, et ça, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il faudra vraiment regarder les choses de très près. C'est vrai dans le Lot, c'est vrai dans le Vaucluse, c'est vrai dans la Drôme, c'est vrai ailleurs. Il faudra mettre en place un guide des bonnes pratiques et regarder différemment l'hébergement des travailleurs étrangers. Mais rassurez-vous, monsieur le député Aubert, dans les jours qui viennent, la main-d'œuvre étrangère pourra être là, avec des garanties de sécurité qui permettra à l'agriculture française de pouvoir se développer et vendre ses produits. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. 3 points, monsieur le ministre. Premièrement, il y a urgence. Pour la saison des cerises, dans 15 jours, c'est terminé. Deuxièmement, en parlant de contrôle sanitaire, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire des contrôles au départ de ces pays, contrôle, je dirais, sanguin, contrôle de température, de manière à éviter le problème. Et puis, troisièmement, il faut peut-être réfléchir à autoriser les travailleurs français qui sont au RSA à conserver le RSA et à travailler dans les champs, de manière à substituer à cette main-d'œuvre étrangère une main-d'œuvre hexagonale et ainsi à restructurer notre agriculture pour le futur. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Turquois. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jean-Paul Mattei, s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Le 12 mai dernier, la DARES indiquait que plus d'1 million d'entreprises avaient déposé des demandes d'activité partielle pour un total de 12,4 millions de salariés. Ces chiffres sont colossaux et montrent que l'État a su proposer une réponse rapide et efficace au ralentissement inédit de l'activité suite au confinement. De très nombreux chefs d'entreprise l'ont salué. Le dispositif de l'activité partielle renforcée et élargie a constitué un filet de sécurité indispensable pour plus de la moitié des salariés du secteur privé.
Il aura permis de préserver jusqu'à présent les emplois et les compétences tout en donnant des perspectives de reprise et de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. J'en profite à ce stade pour saluer la très grande réactivité des directs qui, sous votre autorité, Madame la Ministre, et notamment celle de mon département, la Vienne, et de sa directrice, ont fait un travail considérable en quelques semaines. 8 jours après le début de la phase de déconfinement, l'économie française redémarre petit à petit. Et la reprise dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics en est un bon exemple. Ce redémarrage de l'activité professionnelle pose donc la question des modalités de réduction, voire d'arrêt du dispositif de chômage partiel selon les secteurs d'activité. En effet, on peut légitimement s'attendre à ce que les entreprises se détachent progressivement de celui-ci pour reprendre un fonctionnement normal. Pourtant, certains secteurs ne pourront pas reprendre immédiatement leur activité et devront continuer à recourir à ce dispositif, en raison soit de mesures sanitaires pour l'hôtellerie et la restauration, ou bien faute de commandes pour l'industrie. Le gouvernement devrait préciser les contours de la poursuite de ce dispositif d'ici le début du mois de juin. Néanmoins, la situation appelle des réponses rapides pour permettre aux chefs d'entreprise de s'adapter tout en préservant l'emploi, les compétences, mais aussi la dynamique de l'apprentissage observée depuis quelques mois. Ainsi, Madame la Ministre, comment envisagez-vous le maintien de l'activité partielle à moyen terme? Quelles seront les règles de prise en charge de celle-ci par l'État, qui devra par ailleurs veiller à éviter les éventuels abus? Y a-t-il, à l'instar du tourisme, des secteurs économiques d'ores et déjà identifiés qui pourraient recourir plus longtemps à l'activité partielle? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois. Oui, vous l'avez dit, nous avons pris des mesures en France pour mettre en place, face à cette crise inédite, un chômage partiel, une activité partielle massive, puissante, qui a protégé 1 million d'entreprises qui gardent leurs compétences, surtout les TPE et les PME, et également en cumulé plus de 12 millions de salariés. Alors la décrue du chômage partiel a commencé, heureusement, puisque l'activité reprend. J'ai pu le constater sur le terrain dans un chantier du bâtiment avec Juliette Normandie la semaine dernière, et ce matin à Toyota à Valenciennes. Et donc il faut accompagner cette reprise. Donc il n'est pas question de faire un couperet. Il faut que le chômage partiel décroisse en même temps que l'activité croisse et que ce soit plutôt des vases communicants, un système en biseau. Mais il faut aussi encourager la reprise car les conditions sont là. Et les conditions, ce sont avant tout les conditions sanitaires et d'organisation du travail, avec le protocole de déconfinement, avec les 64 guides métiers, dont certains traduits dans d'autres langues quand il s'agit de travailleurs saisonniers qui viennent d'autres pays. On a aujourd'hui un dispositif validé par les professions, par le ministère du Travail, le ministère de la Santé et les partenaires sociaux qui nous permet d'envisager la reprise de façon sécurisée. C'est pour ça que dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé que le taux de prise en charge de l'État, qui est très important, puisque c'est nouveau pour la France d'avoir un tel niveau de prise en charge, puisqu'il est de 100% de remboursement des entreprises jusqu'à 4,5 fois du SMIC, commencerait à diminuer début juin. Mais évidemment pas pour les secteurs qui ne peuvent pas fonctionner. Donc pour les cafés, les restaurants, mais le tourisme de façon générale, et tous les secteurs qui en dépendent massivement, ils seront exonérés, je dirais, de cette baisse qui vise à encourager la reprise, mais qui n'est pas applicable dans les secteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt complètement. Par ailleurs, vous avez évoqué le sujet des fraudes et nous avons mis en place un système car il y a des entreprises de bonne foi ou d'autres sciemment qui fraudent et là, c'est l'argent public. Il faut aussi veiller à ce que ce grand filet de protection que nous assumons tous, que nous nous réjouissons, soit dans les règles de l'art. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Nury. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après 2 mois de confinement et de quasi-arrêt de notre économie, l'inquiétude est grande vis-à-vis de l'ensemble de nos entreprises. Pour le moment, la mise sous oxygène de fonds publics fait tenir un certain nombre de secteurs, mais jusqu'à quand? Des pans entiers de notre économie sont très fragilisés et finalement peu accompagnés au regard de ce qui se fait en Allemagne, qui apporte des aides à ces TPE 6 fois plus élevées qu'en France. Je pense notamment chez nous aux commerçants de proximité, aux artisans, aux indépendants, aux restaurateurs et aux cafetiers, qui dans nos centres-villes, centres-bourgs et en milieu rural, représentent à la fois des emplois mais aussi des services à la population indispensables à la vie de nos territoires. Pendant que la grande distribution tirait profit de cette crise, ouvrant l'ensemble de ses rayons alors que le commerce spécialisé était sommé de fermer, pendant que cette même grande distribution engrangeait des chiffres d'affaires records et se voyait mise en avant par la visite du président de la République dans un Super U en Bretagne, nos commerçants de proximité, eux, avaient plus que jamais le moral et le chiffre d'affaires en berne. Le Fonds national de solidarité aura permis à ces professions de tenir durant les dernières semaines.
il doit être encore amélioré et ne pas subir de doctrine restrictive en tenant compte du nombre d'associés pour les 1 500 € et du nombre de commerces par entité juridique. Votre annonce d'annulation des charges, comme nous l'avions demandé à plusieurs reprises, pour les entreprises fermées administrativement va dans le bon sens. Mais il faudrait aller plus loin pour relancer ces secteurs et notamment mettre en place une annulation de toutes les charges, et sociales et fiscales, pour l'ensemble des activités de ces indépendants qui n'ont pu ouvrir ou travailler que partiellement durant le confinement, faute de clients, faute d'activité, faute de fournitures. Il faudrait aussi ressusciter le FISAC pour accompagner la mutation de ces entreprises vers le numérique et la livraison, tous ces nouveaux usages que le confinement a accélérés. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à vous engager clairement sur ces avancées indispensables à la survie de ces petites entreprises? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nury. Merci pour cette question qui va me donner l'occasion de redire l'accompagnement extrêmement intense qui a été fait auprès des petits commerçants et des artisans que je veux joindre à cela, car vous mentionnez la situation de l'Allemagne, mais je pense que vous n'avez pas en tête l'ensemble des dispositifs français dont l'accumulation va en réalité au-delà des 10 000 € allemands. Le chômage partiel, d'abord grâce au ministre du Travail, qui permet aujourd'hui en autorisation, ou qui a permis au pic de la crise, à près d'1 salarié sur 2, de pouvoir voir sécuriser son contrat de travail alors même qu'il n'était pas en situation de travailler. Le report des charges fiscales et sociales, l'abandon des charges sociales et le fait que depuis le début de la crise, il est possible d'obtenir un dégrèvement de charges fiscales comme le permet effectivement la DGFiP. Le fonds de solidarité, ce n'est pas seulement 1 500 €, c'est 1 500 € au mois d'avril, 1 500 € au mois de mars, 1 500 € au mois de mai, plus un supplément qui peut aller jusqu'à 5 000 € au mois de mai, 2 500 € au mois de mars et encore 5 000 € au mois de mai. Et vous pouvez, pour les entreprises qui sont du secteur du tourisme, les cafés, les restaurants également bénéficier d'un fonds de solidarité encore plus important. Pourquoi ne pas le mentionner puisque ces mesures sont sans égal au niveau de l'Europe? Et puis vous avez évoqué le numérique. Le numérique, nous l'avons pris en main dès les premiers jours avec la mobilisation de France Num, l'organisation des livraisons à domicile sans contact avec des guides particuliers, l'autorisation du click and collect, la mise à disposition de plateformes numériques permettant à des coûts particulièrement accessibles, voire gratuitement, à ces commerçants de continuer à travailler et avoir du chiffre d'affaires. Donc soyez sûrs que nous sommes en première ligne pour les commerçants et les artisans. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Huppé. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour Monsieur le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. La France est une grande nation viticole. C'est une grande nation parce qu'elle produit à peu près 16% du vin dans le monde. C'est une grande nation aussi parce qu'elle a 558 000 employés. C'est une grande nation aussi, merci, parce qu'il y a 85 000 exploitations. Voici ce que c'est que la France viticole et qu'il faut soutenir parce que c'est une grande nation qui se porte mal. C'est une grande nation viticole qui se porte mal pour plusieurs raisons, notamment le Covid-19 qui est passé par là. Mais aussi, surtout, auparavant, il y avait la taxe Trump qui avait commencé à nous empêcher parfois d'exporter. Et avec le Covid-19, les exportations se sont complètement fermées. En plus, en parallèle de ces exportations qui se sont taries, on a pu remarquer aussi une consommation du vin qui a baissé ces derniers temps dans tout le territoire. Donc la France, c'est une grande nation viticole qui se porte mal et qui garde son vin. Et comme vous le savez, Monsieur le Ministre, tout vin qui n'est pas bu maintenant ne sera pas bu plus tard. Cet été, on ne remplira pas nos soutes de voitures et on ne boira pas le vin non consommé à l'heure actuelle. Les viticulteurs s'en alarment beaucoup et je le comprends très bien car la prochaine vendange
arrive et les caves sont encore pleines. Donc, monsieur le ministre, ma question est simple. La France est une grande nation, il faut qu'elle le reste, une grande nation viticole, il faut qu'elle le reste, mais pour cela, on a besoin de distiller. Alors, bien évidemment, on est satisfait des déclarations qui ont été faites sur la distillation, 140 millions, mais il nous semble quand même important de rajouter un tout petit peu si besoin était. Donc j'attends une réponse de votre part sur cette question. Est-ce que l'État est prêt à rajouter un peu si besoin était? Et deuxième question qui me semble aussi importante, l'Europe, il faut à tout prix aller chercher l'Europe pour nous aider. Merci chers collègues. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Lui seul a la parole. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Huppé, il n'y a pas de naïf dans cette Assemblée, donc quand, en période de Covid, le coprésident du groupe d'études Vignes et Vins pose une question, je me doute que c'est sûrement sur la viticulture. Vous voyez, je suis tombé juste. Voilà. Donc il suffit de réfléchir un peu. Monsieur le député, votre question est importante et vous l'avez dit, la filière vitivinicole est une immense filière. Vous l'avez cité, plus de 80 000 exploitations et une filière qui a beaucoup souffert, qui a souffert par les décisions unilatérales des États-Unis de taxer les vins à 25%, et un grand nombre d'exploitations est en grande difficulté. C'est pour ça que nous travaillons sur un fonds de solidarité par rapport à ces taxes américaines. Nous avons fait une grande réunion, à plusieurs reprises évidemment, mais une grande réunion avec Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, qui représentait Gérald Darmanin avec la filière. Nous savons qu'il va falloir les aider. Nous allons les aider sur des mesures spécifiques à deux niveaux. Et je réponds en cela également à la question de Madame Sylvia Pinel. La première question, c'est de travailler sur des exonérations de charges, pas des reports de charges, des exonérations de charges. Car il faut bien se rendre compte que lorsque les restaurants sont fermés, lorsque les salons des vins sont fermés, lorsque les visites dans les caveaux sont fermées, alors ce n'est pas une décision de fermeture de la viticulture, puisque nous avons fermé les autres parties de l'économie. Mais la conséquence, c'est que les entreprises viticoles ne travaillent plus du tout. Et donc, le gouvernement a pris la décision de les intégrer au niveau des CHR, et donc qu'il puisse y avoir des exonérations de charges. Nous y travaillons. Et puis, le vin est un produit qui se stocke, mais quand les cuves sont pleines, c'est compliqué. C'est pour ça que nous travaillons dans la distillation de crise. Pour l'instant, nous sommes partis sur 2 millions d'hectos. Nous avons une clause de revoyure. Nous nous revoyons la semaine avant Pentecôte. Et c'est là que nous prendrons les mesures définitives. En tout cas, soyez assurés que le gouvernement tout entier regarde comment aider à la prospérité, au sauvetage de la filière vitivinicole. Merci, monsieur le ministre. La parole... S'il vous plaît, la parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. La démocratie est la base de notre République. Elle se vit par le suffrage universel. Les droits des citoyens et citoyennes, dont le droit à manifester, et surtout le libre débat. Le pluralisme dans la presse écrite, dont les quotidiens sont des acteurs majeurs. Les journalistes informent, donnent les faits et leurs éclairages. C'est une presse d'information et d'opinion. Je veux saluer tous ceux et celles qui, des salles de rédaction aux distributeurs, en passant par les imprimeurs et leurs organisations syndicales, ont permis à chacun et chacune de lire son ou ses journaux durant cette période de confinement, quel que soit leur lieu d'habitation. Que deviendra cet engagement si la distribution de la presse quotidienne n'est plus pleinement assurée? Cela semble inimaginable. Pourtant, le 15 mai, le tribunal a rendu son verdict. Prestalis, en charge de la diffusion de la presse et donc du pluralisme, est placé en redressement judiciaire avec une période d'observation de 2 mois. La liquidation partielle de ces filiales laissera plus de 500 salariés sans emploi et portera une menace réelle sur l'avenir des maisons de la presse ou des kiosques. La loi Bichet sur le pluralisme assurait la distribution de la presse sous forme de coopérative. En l'ouvrant au marché, elle a été fragilisée. Monsieur le Premier ministre, la situation est grave. La démocratie par le pluralisme peut vaciller et la situation des salariés de Prestalis et des filiales, comme celle des vendeurs, peut être profondément touchée. Aussi, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, attaché comme nous tous et toutes ici au pluralisme de la presse, à son accès par tous nos compatriotes, quelle va être l'intervention de votre gouvernement pour garantir la distribution de la presse, son caractère coopératif et le maintien de tous les emplois, y compris ceux des filiales? Je vous remercie. Merci. La parole
La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre. Vous avez raison, la presse, sa liberté, son pluralisme est essentiel à notre démocratie. Et comme vous, je tiens à saluer les journalistes et toutes celles et ceux qui travaillent dans les entreprises de presse, dans les médias et qui ont fait un travail remarquable pendant cette crise pour continuer à nous informer malgré les difficultés. C'est un secteur qui, vous le savez, est en difficulté depuis des années. Le gouvernement, depuis le début du quinquennat, est très mobilisé. Mobilisé pour faire voter au niveau européen une directive créant un droit spécifique pour les éditeurs de presse, pour que les plateformes et les acteurs de l'Internet financent la création des articles de presse. Mobilisé pour que la France soit les premiers pays à transposer cette directive, mobilisé pour réformer la loi Bichet, qui est le cadre juridique de ce secteur d'activité, notamment de la distribution de la presse, mobilisé, et nous le sommes avec Bruno Le Maire, puisque nous préparons depuis maintenant plusieurs semaines un plan de filière spécifique, global pour la presse, et mobilisé pour sauver ce système unique de distribution de la presse partout dans le pays, pour assurer à nos compatriotes d'avoir accès partout sur le territoire à une presse diverse, assurant le pluralisme de la presse. Prestalis, cette entreprise principale, messagerie de distribution de la presse, est en difficulté depuis des années. Malgré les efforts successifs, notamment de l'État, d'accompagner la transformation de Prestalis, elle est au bord de la liquidation judiciaire. Le gouvernement a fait en sorte de faire converger les acteurs vers une solution économiquement pérenne, socialement acceptable et qui permette de continuer à organiser la distribution de la presse d'une façon efficace. Aujourd'hui, une offre de reprise a été faite par la coopérative des quotidiens. Le gouvernement soutient cette offre, a mobilisé beaucoup de moyens financiers, 70 millions pour assurer la pérennisation de la distribution de la presse, 80 millions d'euros pour assurer le financement de cette offre de reprise. Et j'appelle tous les acteurs de cette reprise à se mobiliser pour nous assurer dans l'avenir une distribution de la presse garantie. Merci, Monsieur le ministre. Garantie essentielle au La pluralisme. parole est à Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. Notre pays, à l'exception du département de Mayotte, sort peu à peu de la période de confinement strict. Pendant tout ce temps, les Français ont pu trouver refuge dans la lecture, pour prendre du recul, s'évader, se ressourcer. Nous savons tous la place indispensable du livre dans l'objectif de continuité pédagogique corrélé à celui de réussite pour tous. Il trouvera, je l'espère, pleinement sa place cet été auprès d'un maximum d'élèves. L'opération renouvelée, un livre pour les vacances, prendrait ici tout son sens. Donner le goût du livre, c'est aussi soutenir celles et ceux qui les écrivent et qui les transmettent. Mais les Français pourtant s'inquiètent du devenir des auteurs, des imprimeries, des librairies, particulièrement impactés par la crise économique que nous connaissons. Votre ministère a pris la mesure de la crise en associant les artistes-auteurs au dispositif d'aide prévu. De même, un fonds de 5 millions d'euros est disponible via le Conseil national du livre et l'engagement des collectivités locales est sans faille pour venir en aide aux entreprises de la chaîne du livre. Avec la réouverture des 3000 librairies à travers notre pays, nous permettons à ces commerces d'utilité publique de se relancer. Nous savons qu'en temps normal, ces entreprises ne font que de faibles marges, de l'ordre de 1% en moyenne. Il importe donc d'encourager le retour des lecteurs dans ces lieux pour y redécouvrir les grandes œuvres de notre littérature, comme par exemple le vibrant hommage aux soignants que porte le personnage du docteur Rieux dans La peste de Camus. Il est un hommage, je me permets cet aparté, à tous ceux qui sont actuellement engagés sur tous les fronts de la pandémie, bénévoles comme professionnels. Monsieur le ministre, le secteur du livre, nous le savons, aura du mal à se relever sans un soutien prolongé de la puissance publique. Pouvez-vous revenir sur les décisions prises et en cours d'élaboration pour soutenir le monde du livre? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous avez raison, les Français sont très attachés à la littérature, sont très attachés au secteur du livre, et c'est pourtant un secteur qui a particulièrement été touché par la crise. Je tiens à saluer les libraires qui ont su
pendant la période de confinement, pour certains d'entre eux, continuer à organiser des livraisons ou des retraits de commandes. Je voudrais saluer leur capacité à s'adapter pour assurer des mesures de sécurité sanitaire et rouvrir à partir du 11 mai. Je voudrais saluer aussi les éditeurs qui ont su octroyer des facilités de paiement aux librairies pour leur permettre de tenir pendant la crise. Le gouvernement s'est mobilisé énormément aussi à côté des différents acteurs du livre, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les libraires, les distributeurs, pour leur permettre de tenir. C'est l'accès auxquels ils ont le droit, aux dispositifs transversaux qui sont mis en place pour la totalité de l'économie. Prêts garantis par l'État, fonds de solidarité, report et exonération de charges fiscales et de cotisations sociales, et dispositifs spécifiques mis en œuvre par le ministère de la Culture via son opérateur, le Centre national du livre, le CNL, pour permettre d'accompagner notamment les auteurs qui sont les plus en difficulté. Aujourd'hui, nous devons absolument donner les moyens à tout ce secteur de pouvoir rebondir. Ça passe par des moyens en termes de trésorerie, notamment pour les éditeurs, et c'est le fonds de plus de 100 millions d'euros qui a été décidé par le Président de la République, géré par l'IFSIC, pour permettre les moyens financiers spécifiques pour le secteur du livre et notamment les éditeurs. Et c'est le plan de filière global que nous sommes en train de travailler avec Bruno Le Maire et que nous annoncerons dans les semaines qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Michel Castellane. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, jeudi dernier, le gouvernement a permis de dissiper un peu l'épais brouillard qui entourait les professionnels du tourisme. Pour autant, il n'a pas fait disparaître les nuages qui menacent ce secteur. Côté professionnel, une série de mesures était attendue, vous le savez. Prolongement et adaptation du fonds de solidarité, activité partielle, exonération de cotisations sociales, report des échéances de crédit. La saison estivale souffrira cependant d'une fréquentation bien moins importante que d'ordinaire. De plus, si la réouverture devrait intervenir le 2 juin en zone verte, le flou demeure en zone rouge. Enfin, les conditions de réouverture ne sont pas connues. Quelles seront les jauges? Un espace de 4 mètres carrés par client sera-t-il retenu? Quoi qu'il en soit, cette mise en place de mesures sanitaires se traduira par un manque à gagner, y compris pour tout l'écosystème autour du tourisme, filières d'approvisionnement, fournisseurs, producteurs locaux, etc. Pour l'ensemble du secteur, la reconstitution de trésorerie et plus encore la capacité à investir ne pourront survenir qu'au terme de nouvelles saisons réussies, nouvelles saisons au pluriel. Et tout particulièrement dans les territoires fortement dépendants, Corse bien sûr, mais aussi zones de montagne ou dans les Outre-mer. Il est donc essentiel qu'un plan de soutien adapté de court terme, mais aussi un plan de reconstitution des capacités opérationnelles étalées sur plusieurs années soit adopté, comme il est essentiel que ces feuilles de route sectorielles soient co-construites avec les collectivités compétentes et adaptées aux spécificités dans une logique de différenciation qui, vous le savez, nous tient à cœur. Alors, quelles mesures durables comptez-vous adopter, Monsieur le Ministre, dans le sens de la sauvegarde de ce secteur d'activité essentiel? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castellani. C'est parce que le tourisme a été frappé de plein fouet que nous avons voulu agir vite et fort et que le Président de la République a souhaité qu'un véritable plan de sauvetage du tourisme soit mis en place. Il a été annoncé la semaine dernière lors du comité interministériel pour le tourisme, avec 18 milliards d'euros d'aide pour 9 milliards, aide directe à travers l'activité partielle qui est financée jusqu'au mois de décembre 2020, avec le fonds de solidarité qui est également lui-même prolongé jusqu'au mois de décembre 2020. C'est dérogatoire par rapport aux autres secteurs parce que ce secteur-là a été totalement à l'arrêt et que la reprise ne va être que très progressive. Et puis, à côté de ces 9 premiers milliards, il y a également 9 milliards d'euros pour le financement, l'investissement et la création justement notamment du prêt tourisme qui va permettre aux acteurs du tourisme de bénéficier d'un différé de 2 ans avant tout remboursement, ce qui permet d'enjamber, Monsieur le député, 2 saisons estivales. Et vous évoquiez justement le nombre de saisons pour pouvoir rétablir la situation. Je crois que c'est une première réponse. Cette réponse, nous allons la compléter en poursuivant le travail avec un certain nombre de filières et de territoires spécifiques à travers des feuilles de route. Et c'est ainsi que nous avons d'ores et déjà commencé le travail avec les élus de la Corse à l'occasion, vous le savez, du Tour de France
France des régions et territoires. À cette occasion-là, le président de la collectivité territoriale, les représentants de la filière, je pense à l'UMIA, je pense au Cercle des grandes maisons corses et bien d'autres acteurs ont pu mettre sur la table un certain nombre de propositions que nous allons continuer à travailler ensemble. Nous avons une clause de rendez-vous très bientôt et je tiens à saluer également l'action des services de l'État avec le préfet Robin qui contribue lui aussi à ce travail. Donc nous sommes tous ensemble mobilisés pour aider le secteur du tourisme plus que jamais à faire face et à rebondir, à reconquérir ses clientèles. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Liliana Tanguy. Excusez-moi, Président. Merci, pardon. Allez-y, collègue. Excusez-moi, juste une seconde. Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Vous savez bien mieux que moi que bien des entreprises sortiront exsangues de cette affaire et que donc, je voudrais insister, seul un plan étalé sur plusieurs années pourront leur donner vie et reconstituer leur capacité indispensable d'investissement. Voilà, merci. Merci. La parole est à Madame Liliana Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre en charge des affaires européennes, le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont annoncé hier une réponse européenne inédite pour faire face à l'impact de la crise sanitaire qui frappe l'Union européenne. En effet, nos deux pays se déclarent prêts à faire un effort colossal en proposant conjointement un fonds de relance de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires pour parvenir à une reprise durable de la croissance dans l'Union européenne. En tant que membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, je salue cet accord historique qui marque l'évolution de la position de l'Allemagne, jusqu'ici peu favorable à l'idée d'un emprunt commun au nom de l'Union. Cette initiative franco-allemande est une réelle réussite pour notre pays qui, depuis le début de la crise, défend le principe d'une solidarité européenne de fait. Ce plan de relance, destiné à venir en aide aux pays les plus touchés par la pandémie, devra cependant être validé par l'ensemble des États membres et par le Parlement européen. Madame la ministre, avez-vous des précisions quant au calendrier d'examen de ces propositions et les modalités de mise en œuvre de ces aides? Quels sont les pays, régions et secteurs qui bénéficieront en priorité de ces ressources et sur quels critères se feront la répartition et le remboursement des fonds? Le président de la République a également affirmé que l'Europe de la santé doit devenir notre priorité et en mettant en avant la nécessité d'accroître les compétences de l'Union européenne en matière sanitaire, un changement des traités n'étant pas exclu. En effet, la France et l'Allemagne plaident pour une souveraineté sanitaire avec la mise en place de stocks stratégiques communs de produits pharmaceutiques et médicaux, ainsi que le rapatriement des capacités de production en Europe par la mise en place de mécanismes incitatifs. Madame la ministre, avez-vous d'ores et déjà des précisions sur le renforcement des coopérations sanitaires qui permettront de bâtir ensemble une véritable Europe de la santé? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers députés Liliana Tanguy. Effectivement, le Président de la République l'a dit dès le début de la crise, ce virus ne connaît pas de frontières et aucun État ne peut s'en sortir seul. Il a frappé, il frappe encore lourdement l'ensemble des États membres. Et dès le début de la crise, le Président de la République a également affirmé que c'est ensemble, solidaire, en Européens, que nous pourrons y apporter une réponse efficace. Et ce qui s'est passé hier est bien une étape décisive de cette réponse commune, puisque l'Allemagne a rejoint la France sur la nécessité d'une relance économique solidaire à travers une capacité d'emprunt commun pour alimenter un fonds de relance de 500 milliards d'euros en subventions. C'est, comme vous l'avez dit, assez historique puisque cela veut dire que la France et l'Allemagne vont travailler ensemble pour à nouveau convaincre nos partenaires. 8 autres États ont déjà dit soutenir nos objectifs. Nous savons que d'autres nous suivront. Nous souhaitons que, également, ceux qui sont les plus frugaux puissent dépasser ces égoïsmes qui n'ont plus de place alors que l'urgence nous montre tous qu'aucun de nous ne peut s'en sortir seul. Il faut aller vite puisqu'avant la fin du mois, la présidente de la Commission européenne doit présenter sa proposition. Je sais que le Parlement européen sera pour nous un allié exigeant et solide, notamment sur la question des ressources propres. Il va falloir en effet préciser, comme vous le dites, les régions et les secteurs qui vont être les bénéficiaires de cet effort de relance, qui doit permettre d'appuyer ceux qui ont été le plus touchés. Et cette initiative franco-allemande est aussi historique parce qu'elle rejoint la déclaration Schuman faite il y a 70 ans de créer souveraineté,
solidarité avec des solidarités de fait, notamment dans le domaine de la santé. Avec Jean-Yves Le Drian, nous portons ce projet très concret de voir des moyens communs pour la recherche, pour la prévention, pour la localisation de nos productions. Nous ne pouvons pas dépendre aussi fortement de l'extérieur. Ce sera aussi l'enjeu du budget européen. Vous pouvez compter sur mon engagement pour mener ce combat avec mes homologues, pour arriver à ce que pour notre agriculture, pour notre industrie, pour notre santé, pour la transition écologique et numérique, nous fassions plus et ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Éric Diard. Merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, comme tous les autres services publics, l'administration pénitentiaire a dû, elle aussi, se réorganiser. Je souhaite attirer votre attention sur l'ordonnance du 25 mars dernier qui autorise notamment l'octroi de remise de peine supplémentaire de 2 mois. À ce jour, plus de 13 500 détenus ont été libérés, bénéficiant de cette remise parlementaire. Bien sûr, et vous l'avez rappelé, sont notamment exclus du dispositif les criminels, les personnes condamnées pour terrorisme ou encore pour violence conjugale. Cependant, je déplore que les détenus radicalisés ne soient pas exclus aussi de ce dispositif, quand bien même ils seraient détenus de droit commun. Lors de son audition par la Commission des lois, le directeur de l'administration pénitentiaire a admis que 130 détenus inscrits au FSPRT, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, eux aussi peuvent bénéficier de cette remise de peine. Enfin, vous avez contesté le nombre de 20 000 personnes ayant bénéficié de cette réduction de peine. En effet, à l'heure actuelle, ce chiffre est faux. Seulement, l'ordonnance prévoit que cette remise supplémentaire pourra être accordée jusqu'au 10 août prochain. Dans ce cas, si l'ordonnance n'est pas modifiée, nous serons bientôt à 20 000 détenus pour cet été libérés prématurément. Madame la Ministre, maintenant que la justice reprend son cours, quand comptez-vous mettre fin à ce dispositif de cette ordonnance? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Monsieur le député Diard. Vous le savez, la surpopulation carcérale constituait une difficulté majeure pour lutter contre la pandémie du Covid en prison. Et donc, à partir de cet état de fait, nous avons pris un certain nombre de mesures pour faire baisser cette surpopulation carcérale. Pour vous donner des chiffres que vous connaissez, le 16 mars, c'est-à-dire à la veille du confinement, il y avait 72 575 personnes détenues pour 61 109 places opérationnelles, ce qui représentait une densité, une surpopulation carcérale de 119%, tous établissements confondus. Mais en revanche, votre présentation est erronée, parce que vous expliquez qu'il y a eu 13 500 détenus en moins. C'est exact. Mais ces 13 500 détenus en moins viennent, pour la plupart, d'une diminution de l'activité des juridictions et notamment d'un emprisonnement qui ne s'est pas produit, puisque du fait du confinement, il y a eu une délinquance de rue qui était considérablement en diminution. Donc en réalité, à côté de cette diminution de l'activité des juridictions et donc de l'incarcération, nous avons bien pris des mesures volontaristes pour faire diminuer la détention, pour faire diminuer l'incarcération, mais ces mesures-là ne représentent que 5 400 personnes. Donc en réalité, le différentiel n'est pas celui que vous exposez. Et ces 5 400 détenus en moins qui résultent de mesures volontaristes que nous avons prises, c'était des personnes qui étaient essentiellement en toute fin de leur peine. Et comme vous l'avez rappelé, j'avais exclu les détenus condamnés pour crimes, terrorisme ou violences intrafamiliales. Cette période montre que la surpopulation carcérale n'est pas quelque chose qui est absolument fatal et que les outils que vous avez adoptés dans le cadre de la loi de réforme pour la justice vont nous permettre de continuer à aller en ce sens. Mais je l'ai dit, les mesures que nous avons adoptées pour lutter contre la pandémie sont des mesures provisoires et c'est cela qu'il faut retenir malgré la volonté que nous avons de lutter contre la surpopulation carcérale. Merci Madame la Ministre. Monsieur Diard. Madame la garde des Sceaux, malheureusement, pendant le confinement, la radicalisation et le terrorisme ne sont pas restés confinés. Le 4 avril, l'attentat à Romans-sur-Isère, et le 5 mai, Vannes, où une personne libérée par anticipation, détenue fichier S, a forcé un barrage armé. Donc je trouve vous n'avez pas répondu à ma question, il est déraisonnable d'avoir laissé sortir les détenus radicalisés. Merci, chers collègues. La parole
est à Madame Naïma Mouchou. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, le 17 mars, la France et les Français ont été confinés. C'était inédit. La justice a fonctionné au ralenti, mais elle a fonctionné. Une justice d'urgence qui a bouleversé le quotidien des juridictions. 2 mois plus tard, c'est le défi de la reprise. Le Premier ministre le répète souvent, il a raison, la vie ne reprendra pas comme avant et la justice n'échappe pas à ce constat. En dépit des craintes et des incertitudes, magistrats, avocats, greffiers et tous les acteurs du monde de la justice sont à nouveau en première ligne pour préparer la sortie de cette période exceptionnelle. Et face à eux, ils ont 2 puissants défis. Le premier, rouvrir les portes des tribunaux, ces lieux de brassage et de rencontres, en s'adaptant aux contraintes sanitaires. À Pontoise, dans mon département du Val d'Oise, le tribunal judiciaire est prêt. Marquage au sol, places numérotées dans les salles d'audience, gel et masques bien sûr, avec une attention particulière portée à l'accueil des publics fragiles, notamment les demandeurs à l'aide juridictionnelle et les affaires de violence intrafamiliales. Madame la ministre, face à ce premier défi, quelle solution d'accompagnement à court terme pour une reprise en toute sécurité de la vie de palais? Le second défi est tout aussi immense. Absorber le stock de dossiers qui s'est dangereusement accumulé et qui est sans précédent. La justice, c'est vrai, a beaucoup souffert ces derniers mois. La grève des avocats, suivie de la crise sanitaire, ont contraint partout en France et souvent à des renvois d'audience. C'est un énorme embouteillage qui s'annonce et qui signifie pour beaucoup de Français des mois, voire des années de retard à leur rendre justice. Comment résoudre ce casse-tête? Comment revenir à un niveau raisonnable de dossiers tout en ne rognant pas sur les droits des justiciables? Madame la ministre, la deuxième partie de l'année au moins sera une épreuve pour le monde de la justice. Il faudra du temps pour que la machine judiciaire tourne à plein régime, mais tous les moyens devront être employés et nous serons à vos côtés parce que la justice n'est pas un service public comme les autres. C'est une des grandes fonctions régaliennes de l'État, essentielle, ultime recours et point d'aboutissement des autres services publics. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Mouchou. Vous avez raison de signaler que les tribunaux ont été physiquement fermés parce que c'était des lieux de brassage pendant le confinement. L'activité de justice est une activité par nécessité qui est en lien avec les justiciables. Aujourd'hui et depuis le 11 mai, la reprise des activités judiciaires a lieu. Cette reprise s'effectue dans le respect des règles sanitaires nécessaires, c'est-à-dire à la fois par une distanciation physique qui est imposée, y compris dans les salles d'audience, dans les lieux de brassage, par le port de masques. Nous avons doté l'ensemble des magistrats et des personnels de masques et par toutes les mesures sanitaires qui sont nécessaires. La mobilisation des personnels de justice en lien avec les avocats permettent un retour rapide à la normale et la phase de montée en puissance que j'avais envisagée jusqu'au 2 juin sera sans doute beaucoup plus rapide dans un certain nombre de tribunaux. À titre d'exemple, à Rennes, les tribunaux de la Cour sont à 90% de leur activité. À Pontoise, que vous citiez, les audiences civiles ont repris normalement avec 92% des juges qui sont présents. Les stocks que vous évoquez apparaissent maîtrisables. Une part correspond à des procédures qui n'ont pu être jugées pendant le confinement et qui vont donc s'ajouter à celles qui étaient fixées avant le 17 mars. Mais pour ces procédures-là, nous avons priorisé les contentieux civils en accentuant sur les affaires familiales. Nous avons également, dans le cadre du texte que vous avez adopté l'autre jour, permis la réorientation de certaines affaires par les procureurs. Et pour la cour d'assises, nous avons également pris des mesures importantes. Une autre part de ces procès correspond aux décisions, une autre part de ce stock correspond à des décisions qui ont été rendues par les magistrats pendant le confinement. L'exemple du tribunal de Paris est éloquent. Pendant le confinement, ce sont plus de 5000 décisions civiles qui ont été rendues. Il appartient maintenant aux greffiers de faire connaître ces décisions. Nous apportons un appui au greffe avec un recrutement de plus de 1000 vacataires. Soyez assurée, Madame la députée, que l'ensemble des personnels de justice sont mobilisés pour que l'activité judiciaire reprenne normalement au plus vite. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.